Donc, bonjour à toutes et tous pour cette dernière séance de l'année du séminaire design graphique et recherche en sciences sociales, le laboratoire de graphique de Jacques Bertin, qui sera consacré aux enjeux du design et des humanités numériques et des analyses complexes de données en lien avec les sciences sociales. À cette occasion, nous aurons les interventions de Anthony Mazur, qui est en présentiel depuis le HESS, et de David Bianic, qui n'a pas pu se déplacer, mais qui sera avec nous pour faire son intervention en visio tout de suite après Anthony. Toutes nos excuses pour le délai de démarrage du séminaire. Je ne vais pas trop parler. Simplement, je tiens à dire que, voilà, rapidement pour présenter les intervenants, Anthony Mazur est directeur de la recherche à l'IRAD de la Aide Genève, professeur associé au LLA Creatis de Toulouse et auteur de différents essais sur les humanités numériques et récemment sur les intelligences artificielles, un essai qui s'intitule Design sous artifice, si je ne m'abuse. Et David Bianic est designer, commissaire d'exposition, maître de conférence à l'Université Paris 1 Acte et professeur associé également à l'unité de recherche des arts décoratifs de Paris. Ni plus ni moins, je laisse Anthony Mazur prendre la relève et puis j'espère que nous aurons le temps d'une discussion à la fin du séminaire. Merci beaucoup. L'écran entier, ouais, ça a l'air de... Non, il est partiel. Il est coupé. Pardon? Oui, bien sûr, bien sûr, ça oui, mais la fenêtre est, de toute façon, la fenêtre est incomplète. C'est comme s'il partageait qu'un bout. Bon, on n'est pas à l'abri des embûches. Ça, je peux le fermer, il n'y a pas de problème. Non, mais tu vois, là, regarde. C'est bien. Là? Là? Bon, voilà, ça fera très bien. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Ouais. Anthony, vas-y. Alors, c'est bon, vous entendez correctement, Anthony? Très bien, ouais, ouais. Ok, c'est bon, tout va bien, je peux y aller. Bon, vas-y, okay. vas-y. On est sur un équilibre fragile. Merci pour l'invitation, Anne-Lise. On n'a que 10 minutes de retard, même si je viens de Suisse, on ne va pas dramatiser non plus inutilement. ça va, tout va bien. On a déjà vu Pierre en retard de conférence. Donc, merci pour cette séance donc, qui est consacrée, on va dire, au volet design du projet ANR, qui est un volet important, très important même, c'est dans le titre du projet, Design et sciences sociales. Et sauf erreur de ma part, c'est seulement le deuxième projet ANR en France, parce que le projet ANR, c'est qu'en France, qui est aussi, fait une part aussi explicite au champ du design. Donc, c'est pour ça qu'au-delà du cas Bertin, est-ce qu'on réussira ou pas à faire tout ce qu'on veut, en tout cas, déjà, d'un point de vue institutionnel et du point de vue des financements des bailleurs de fonds en France, c'est déjà important à signaler. On espère relever le défi. Pour ma part, je vais avoir un propos assez large sur les plateformes de connaissances et les interfaces de partage du savoir et traiter du coup des relations entre le design et les humanités numériques, qui était le sujet d'un essai que j'ai publié en 2017, mais ça continue à me travailler. Alors, est-ce que ça marche? C'est bien. Voilà, parfait. Si vous n'êtes pas familier avec les humanités numériques, alors tout d'abord, il y a deux mots, il y a humanité et il y a numérique, on va les prendre un par un. Humanité, ici une définition assez large, donc les disciplines qui s'intéressent à l'activité humaine, qui se donnent pour tâche à la fois de préserver et de transmettre cette culture et de la comprendre et de l'interpréter. Assez simple pour commencer. Alors, habituellement, on fait remonter les humanités numériques à ce projet-là, ce qui est assez intéressant dans le cas du projet ANR qui nous intéresse autour du laboratoire de graphique, étant donné qu'IBM était déjà impliqué à l'époque. Donc, ça passe pas? Alors, pourquoi ça passe pas? Je vais peut-être enlever le partage et le refaire. Effectivement, ça passe pas. Merci, bien vu. J'ai pas des yeux derrière la tête. Si je refais ça, et là, ça... Ah là là là. Je vais peut-être faire le partage entier de l'écran, peut-être parce que j'ai le partage du Finder. Alors, on va essayer une dernière fois. Je vais partager tout l'écran. Hop, je reviens dans le Finder. Qui est ici. C'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ouais, nickel. Merci, bien vu, Edgar. C'est bon, oui. Donc, on fait remonter habituellement les humanités numériques à ce projet-là. Donc, une rencontre inattendue entre un père jésuite et IBM, du coup 1949, avec une numérisation du corpus de saint Thomas d'Aquin,
et une volonté, alors je ne suis pas spécialiste, donc vous m'excuserez pour les imprécisions, du coup d'étudier ce qui s'appelle des concordances, donc des rapprochements sémantiques de termes d'une page ou d'un chapitre à un autre, ce qui était très fastidieux du coup à traiter humainement, et donc la machine a permis de réaliser ça avec un système de cartes perforées. Donc le père jésuite à l'époque, qui était bien versé sur la technologie, avait du coup, voilà, en fait, on pouvait traverser des piles de cartes avec une sorte d'aiguilles, j'imagine, pour du coup étudier des résurgences ou des concordances de termes. J'espère l'avoir expliqué sans trop de contresens. Voilà, les cartes perforées, par ailleurs, qui sont un élément très important de l'histoire de l'informatique. Donc là, ici, c'est le terme closet. Je ne sais même plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, on peut voir du coup dans quelle partie ce terme apparaît. Je vais passer sur le TEI, j'y reviendrai plus tard. Ce qui du coup nous emmène, avec beaucoup d'écart, on va faire un saut dans le temps, plus proche de nous, aux relations entre le design et les métiers numériques, parce que ce cher père jésuite, c'était pas trop son affaire, ces histoires de design et d'interface, même si dans un sens, il y en avait quand même une, qui était les cartes perforées, mais c'était pas, comment dire, nommé ou conceptualisé comme tel. Et pour la partie plus contemporaine, il faut remonter au web. Alors le web, c'est 1993, ça s'est inventé à la frontière franco-suisse, au CERN. Et à l'époque, c'était une volonté de partager les connaissances à l'échelle planétaire. Donc, on est toujours dans cette idée de diffuser tout un tas de choses. Connaissances plutôt côté sciences exactes et expérimentales, et moins côté sciences humaines au début du web. Mais en fait, c'est vraiment pour, on va dire, un public plus élargi des chercheurs et chercheuses, partie plus contemporaine du web qui va être importante, à savoir le web 2.0, donc le web qu'on connaît encore aujourd'hui, celui des médias sociaux, qui lui apparaît à partir de 2005, voilà, pour le dire très rapidement. Et puis après, les médias sociaux, c'est plutôt 2008, par exemple, pour Twitter. Et donc là, ça élargit drastiquement le public qui peut du coup contribuer à acheter des informations en ligne, créer des flux, des plateformes, des blogs, tout un tas de choses. Et ça va considérablement modifier les pratiques. On peut également mentionner Wikipédia peu de temps avant, en 2001, ici avec l'exemple d'une page de discussion. Donc, c'est l'historique d'une notice Wikipédia avec une discussion publique. C'est des pages en général assez intéressantes à étudier par ailleurs, cette partie invisible de Wikipédia. Donc, définition assez. Qu'est-ce qu'on peut entendre par humanité numérique? C'est une définition que je propose, assez simple. Donc, une association de pratiques savantes en sciences humaines et sociales et de matériaux numériques. Alors, j'ai mis matériaux entre guillemets. Donc, ça peut être des machines, des programmes, etc. Mais en fait, cette association, elle n'a rien d'évident. Ça crée tout un tas de problèmes, de contresens et d'enjeux. Si on prend les médias sociaux, par exemple, comme Twitter, ça n'a pas du tout été inventé pour des pratiques académiques ou pour partager de la connaissance. Au contraire, c'est des entreprises on ne peut plus commerciales. Donc, on va avoir tout un tas de frictions qui vont apparaître entre un environnement numérique de plus en plus grand public et puis des usages académiques qui doivent trouver leur place sur ces médias qui n'ont pas été créés pour eux, mais qui vont également, évidemment, en créer sur mesure. Donc, c'est un environnement qui est nécessairement hybride. D'où une place du design qui est également à questionner, entre une tension pour ce qui est du design entre l'idée de solutionner des problèmes, qui est une vision, je pense, trop réduite du design, mais en tout cas, souvent, c'est comme ça qu'on l'aborde, de rendre des choses efficaces, rentables et ergonomiques, et puis, pourquoi pas, de façon plus intéressante, de créer des expérimentations critiques, et on verra beaucoup d'exemples dans mon intervention par la suite. Et donc, voilà, cet essai que j'ai publié en 2017 autour de ces questions. La problématique, c'était celle-ci. En quoi les environnements numériques contemporains actualisent-ils, ou non d'ailleurs, les modes de production et de transmission des savoirs? Et surtout, quelle est la place des designers dans ces projets en sciences humaines et sociales? Pour vous donner une réponse, pour vous spoiler un peu la thèse du livre, en fait, souvent, la place, il n'y en a pas. Voilà. En fait, souvent, il n'y a pas de place qui est pensée, qui est dévolue aux designers dans ce type de projet, ce qui rend du coup le projet qui nous intéresse dans le cadre de ce séminaire d'autant plus précieux. C'est que voilà, ça fait quand même plusieurs années que je compile tout un tas de choses et en fait, il y en a assez peu. Alors peut-être que je fais mal mon travail d'étude de cas, mais en tout cas, on ne m'a pas contredit les quelques fois où j'ai présenté mon livre ou autre. Il y a assez peu d'exemples de projets, malheureusement, en sciences sociales, en sciences humaines et sociales, avec une place intéressante et pertinente pour le design. Donc, je vais quand même vous montrer des exemples à l'échelle internationale, mais il n'y en a pas, malheureusement, pas tant que ça. Donc, on espère du coup contribuer à améliorer la situation. Pourquoi cette situation problématique? Alors, on va voir des exemples du coup de projets ou d'interfaces que je propose d'appeler par défaut, où du coup,
l'interface va être pensée plutôt par des personnes venant du champ de l'ingénierie ou du développement informatique. Alors, il y en a toujours une, il y a toujours du design, si vous voulez, mais c'est un peu du design sans designer. Design qui n'est pas pensé ou qui n'est pas réfléchi par rapport aux documents étudiés, par rapport à la sémantique et même par rapport aux pratiques de recherche qui peuvent différer grandement d'ailleurs d'un fond à un autre. Donc, dans le cas des collections en ligne, c'est assez évident. On retrouve toujours à peu près les mêmes interfaces avec des tris multicritères, des filtres à facettes, donc des filtres qu'on peut combiner et affiner petit à petit, et des affichages de documents en grille ou en liste. Je vous montrerai des exemples. Alors, ça s'explique de plein de façons, notamment par l'usage facilité ou efficace, ce qu'on appelle les CMS, donc les systèmes de gestion de contenu. Ici, un des plus connus pour les pratiques en sciences sociales, même d'ailleurs les pratiques en histoire, c'est Omeka. Et donc, du coup, quand on prend ce système de gestion de contenu, ça marche bien. Mais du coup, grosso modo, la liberté des designers, c'est de changer la bannière. Donc voilà, ça va être du coup assez limité et assez peu intéressant. Gallica, formidablement efficace, des milliers de documents, millions même. Mais du coup, voilà, quel que soit le fond qu'on observe sur Gallica, alors peut-être ma capture d'écran d'ailleurs mériterait d'être actualisée, peut-être ça a changé depuis, c'est toujours la même interface, quel que soit le document qu'on conçoit. Dans le cas de Gallica, ça s'explique facilement parce que du coup, ça a vocation à accueillir des documents de tout un tas de types et d'époques. Mais quand on traite de collections plus spécifiques, quel intérêt, quelle pertinence de faire une interface qui va plus ou moins ressembler à Gallica. Voilà, ici, la Bodleian, toujours quelque chose d'assez semblable avec les métadonnées d'un côté, toujours cet affichage en grille, pareil pour la librairie du Congrès. Isidore, pareil, site très précieux créé par Humanum, mais encore une fois, voilà, toujours ces listes, ces databases un peu simples et des métadonnées. Et on arrive à ce constat, c'est pas moi qui le fais, mais je le partage dans un ouvrage qui s'appelle Digital _ Humanities, paru en 2012, avec notamment Jonathan Drucker comme co-auteur. Du coup, les auteurs et autrices du livre font ce constat un peu terrible, mais juste, qui dit que le design amateur a miné de nombreuses expérimentations d'humanité numérique et a contribué à leur disparition prématurée. Parce que de fait, à moins d'avoir une grosse institution derrière, comme les exemples que j'ai montrés, dans le cas de plus petits projets sur des collections plus spécifiques, en fait, beaucoup de sites, tout simplement, n'existent plus. Ils sont peu consultés. Il y a aussi des problèmes de financement. Ça, c'est un autre débat, mais une fois que le projet est fini, il faut entretenir et maintenir les plateformes. Et donc, voilà. Donc, du coup, les choses s'arrêtent et s'arrêtent d'autant plus vite qu'il n'y a pas d'usage. Un exemple assez radical, sans citer l'institution en question, mais elle est basée à Paris, très connue, qui avait dépensé des milliers, voire des millions d'euros pour numériser tout un tas de fonds qui étaient restés sur un disque dur. C'est encore pire que mon constat, parce qu'on n'avait même pas l'interface, avec les défauts que ça implique. Voilà. Et du coup, ils avaient numérisé pour numériser sans se demander ce qui allait être fait avec. Alors ça, c'est encore plus dur à savoir, parce que par définition, ça n'apparaît même pas publiquement. De ce constat assez sombre, on va essayer de voir des choses plus positives et je vais vous proposer du coup 5 axes de travail pour repenser ou tout simplement penser la transmission des savoirs. Le premier axe consiste à enrichir les corpus avec les plateformes numériques, les technologies. On a tout un tas de technologies qui nous permettent d'explorer, de constituer, de composer ou de créer des corpus inédits, voire impensables auparavant. Dans un sens, c'est le cas de notre projet. Les documents du laboratoire de graphique sont dispersés sur plusieurs sites géographiques et également numériques. Et grâce à notre plateforme, on va pouvoir les rassembler. Alors, ça peut paraître basique comme démarche, mais tout simplement, ce n'était pas possible ou très difficile avant les technologies du web. Et après, de permettre en plus à un public à l'échelle mondiale de les consulter. C'est peut-être une évidence, mais c'est important de la noter. Et une fois qu'on a constitué ce corpus, on peut utiliser ou inventer des outils qui vont permettre de traiter ces données. Donc, un exemple assez ancien déjà, c'est la plateforme de partage de photos Flickr qui a été utilisée par la librairie du Congrès, du coup, pour mettre en ligne tout un tas de documents avec un travail pour l'époque assez poussé au niveau des métadonnées de ces documents. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait du coup Flickr qui était une plateforme très généraliste et qui avait du coup développé tout un volet sur les communs et les usages académiques. Ici, un exemple que j'aime bien, qui a servi d'inspiration d'ailleurs pour le projet autour du laboratoire de graphique, une petite base de données autour des archives du philosophe Althusser qui sont conservées à l'IMEC. Et du coup, pour une sélection de documents, on a des chercheurs et chercheuses qui ont commenté de façon approfondie cette sélection. Donc là, on a un corpus et puis on va faire une sélection dans laquelle on va zoomer et qu'on va traiter de façon plus approfondie. Donc là, ce qui est assez, je trouve, remarquable, c'est on sort pour une fois de l'approche quantitative pour aller vers du qualitatif, ce qui n'est pas si répandu que ça.
bien souvent, on va dire le projet il est réussi parce qu'il a plus de documents en ligne qui sont numérisés. Mais si personne ne les consulte et si les notices sont très parcellaires, je pense que c'est aussi peut-être un indicateur ou une métrique qui mériterait d'être interrogée. Est-ce que plus, c'est mieux? Pas tout le temps, en tout cas. Donc voilà, enrichir les corpus, alors c'est super. On a malgré tout, bien souvent dans cet axe, un impensé du design. On ne va pas forcément repenser les méthodes de recherche et donc on peut faire autrement. Second axe, d'interroger l'idéal d'une sémantique universelle. Ça, c'est une rhétorique qui revient souvent dans les projets en liberté numérique. De dire on va encoder, on va faire du TEI, on va tout baliser hyper précisément, mais encore une fois, sans se demander ce qu'on fait avec. L'exemple terrible que je vous ai donné de milliers de documents qui avaient été numérisés, ils avaient été aussi encodés en TEI. Et donc, il y avait comment dire, beaucoup d'argent qui avait été mis dans cette tâche, mais la question d'interface s'était jamais posée, en fait. Donc, on pourrait se demander si c'est toujours pertinent de mettre la sémantique en premier, et même si on met la sémantique en premier, ou la sémiologie, si je suis un petit peu piquant, c'est pas tout à fait pareil. Est-ce que du coup, c'est vraiment universel et si objectif que ça? Je te filme, Ouais. il faut que je bouge. Pas de souci. Regardez l'enregistrement. Ouais, pas de souci. Voilà, on voit toujours ce que je fais, j'espère. Ouais, sur le Zoom, ça marche? Ouais, ça va se passer. Du coup, on pourrait se demander, est-ce que le travail des designers vient toujours après la sémantique? Est-ce qu'on pourrait impliquer des designers dans l'élaboration de ces modèles sémantiques? Ça va marcher. Ouais, on a changé désolé, on a changé de câble, ce qui a perturbé le projecteur en local. Je fais une petite pause. Je peux débrancher, rebrancher, sinon peut-être. Maintenant, j'ai branché le HDMI en natif, en fait, parce que je n'ai pas besoin d'adaptateur. Peut-être ça marchera mieux. Le dongle peut aussi perturber. En ligne, ça marche? Si vous avez un Zoom Voilà, c'est bon. J'espère que ça marche. Sinon, ça marche en ligne, en tout cas, nous, ça va. Ouais, c'est bon. Super, merci David. Donc voilà, est-ce que du coup, les designers ont pour fatalité de suivre une analyse sémantique qui est faite au préalable et par eux, jusqu'à où aussi la sémantique doit éclipser tous les autres aspects des projets? C'est malheureusement souvent le cas dans les projets en humanité numérique. Et comment on peut faire apparaître visuellement ce travail d'encodage sémantique qui est habituellement du coup masqué, en quelque sorte. Alors, je vous montre des exemples qui n'ont rien à voir avec des projets en humanité numérique. Là, on va basculer dans le NetArt dans les années 1990. Ici, un travail de jody.org où en fait le site et le code source du site, les deux coexistent. Donc, c'est un travail assez radical d'expressivité. Nous n'avons plus le son à distance, pardon d'intervenir, mais on a perdu le son. Voilà. Est-ce que là, ça marche, David? Ça marche, Anthony. Ouais. Et là, on n'a plus l'écho. Là, ça doit marcher. Voilà. Désolé, quand on speed de machine en cours de conférence, c'est vraiment une bonne idée. Mais OK. voilà. Donc, je disais pour les personnes en ligne que dans le travail de jody.org, on a une coexistence du code source caché habituellement dans les pages web et de l'affichage public, qui pourrait du coup peut-être servir d'inspiration pour d'autres projets. Et plus fondamentalement, les données sont rarement objectives. Et du coup, derrière une apparente objectivité se cachent souvent des enjeux sociaux et des prescriptions normatives, voire discriminantes, sur des catégories de genre, d'ethnie ou autres. Et dans le cas de la cartographie, c'est central. Quand on a fait la journée d'études sur les traductions, on s'est rendu compte que derrière la volonté de créer un système universel et objectif autour de l'information, donc les variables visuelles, quand on traduit la graphique en arabe, par exemple, ou dans des langues asiatiques, dès lors qu'on change, par exemple, juste le sens de lecture, droite à gauche, haut bas, ben, ça crée tout un tas de problèmes au niveau des schémas et des diagrammes. Et donc ça peut aussi être une tâche pour les designers de réfléchir à ces limites ou impasses de l'objectivité. Donc voilà, je renvoie à des travaux comme ceux de Catherine Dingasio sur des données. Qu'est-ce que ça voudrait dire de créer des données féministes, par exemple? Voilà, ici, pas mal de jeux autour de Google Maps. Voilà, si on visualise des controverses, en Wikipédia, ici, c'est une interface qui permet de visualiser des controverses liées à des discussions dans Wikipédia. Ici, un exemple sur le changement climatique. Axe de travail, je crois que je suis au troisième ou deuxième, peu importe. Argumenter par la forme, peut-être c'est le plus important. Sortir d'une pensée agnostique de la forme.
Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent quand je parle à des personnes plutôt ingénieurs, ingénieuses, pour le dire rapidement, qui conçoivent des interfaces ou des sites web, de dire oui, mais c'est neutre, etc. Bah non, c'est jamais neutre. Et qu'en fait, la forme veut toujours dire quelque chose et que donc, on peut se demander jusqu'où cette illusion de neutralité, elle est tenable ou elle est souhaitable. Ici, on pourrait s'inspirer de démarches comme celle de Jeff Reshnap, qui dirige un laboratoire qui s'appelle le Knowledge Design à Harvard. Et alors, ça, ce n'est pas les travaux qu'eux font, que je montre après, mais ça pourrait peut-être rentrer là-dedans. Ici, un projet autour des révolutions russes qui a été rendu public en 2016, où du coup, voilà, ce n'est pas hyper clair avec les captures d'écran que j'ai sélectionnées, mais on a une interface qui est super intéressante avec tous les acteurs des révolutions russes, une timeline, un mix entre timeline et page de profil. Donc, il crée une espèce de presque de web documentaire en quelque sorte autour de ces événements historiques. Et donc là, on est vraiment dans une interface qui ne pourrait pas être dupliquée pour autre chose. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on a des interfaces qui pourraient marcher pour un fond, je ne sais pas, de planche à voile ou de documents médiévistes, si vous voulez. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Ici, ce n'est pas duplicable. Un exemple côté français, ici, alors je crois que malheureusement, le site n'est plus en ligne depuis déjà quelques années, mais une interface de discussion autour d'un ouvrage de Bruno Latour, et du coup, une interface en plusieurs colonnes avec des contributions de différents niveaux dans lesquels on peut naviguer. Là c'est pareil, c'est intéressant. On a une interface contributive qui pourrait difficilement être dupliquée telle qu'elle pour d'autres types de démarches. Voilà, aussi là-dessus, je vais passer là-dessus. Ça aussi, je vais passer. Dans le cas des collections en ligne, quelques exemples plus positifs également que les interfaces par défaut. Ici, c'est un travail mené par l'NRT Nancy, l'Atelier national de recherche en typographie, autour de hiéroglyphes qu'on peut classer et afficher sur une interface en ligne. Donc, pareil, quelque chose d'assez poussé qui ne peut pas être dupliqué tel quel pour un autre projet. Peut-être encore plus radical, ici, une visualisation massive de tableaux ou en tout cas d'œuvres d'art à l'échelle mondiale. Donc, une petite performance technique pour faire afficher autant d'éléments dans un navigateur web. Donc, ça, c'est une expérimentation qui a été financée par le Google Cultural Lab en 2017. Voilà. Après, on peut du coup afficher chaque œuvre d'art. Pourquoi pas jusqu'à la réalité virtuelle. Ici, c'est un travail, je ne sais pas s'il est encore montré, mais qui avait été montré au Musée des Arts Décoratifs à Paris autour du designer d'objets Roger Talon, d'origine française, et qui a fait entre autres le TGV ou le Minitel dans une de ses premières versions. Et donc voilà, on naviguait dans ces archives avec une espèce d'étagère virtuelle avec un casque. Ça, c'est carrément une archive à consulter in situ, mais en numérique. Et pareil, on pourrait difficilement dupliquer ça, par exemple pour le projet autour de Jacques Bertin, mais on peut, pourquoi pas, s'inspirer de certains principes. Également, peut-être David en parlera sans doute, des travaux autour des graphes et des réseaux. Ici, un projet en cours, je ne crois pas qu'ils sont encore finis, un autre ANR autour des archives de Paul Otlet, qui a tout simplement inventé le système de classification des bibliothèques. Donc, c'est un graphe autour de toutes les influences et personnes qui ont collaboré avec lui. Donc, c'est un projet qui est mené, entre autres, par l'Université de Bordeaux. Un autre exemple de graphe également, je vais peut-être passer là-dessus. On peut aussi créer des curations d'archives déjà existantes. Ici, c'est une curation de archive.org, donc des livres qui sont archivés sur archive.org et affichés sous forme d'une sélection plus agréable à consulter sur un autre site. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête quand on travaille avec des technologies numériques, c'est qu'on peut récupérer des flux et les afficher différemment sous une autre forme, sous un autre site. Ça, c'est les principes d'interopérabilité qui sont très puissants. Et on peut aussi prendre deux flux, les agréger ou les trier. Donc, c'est des démarches qui peuvent paraître basiques pour n'importe qui sait coder, mais en tout cas, qui sont assez peu, des principes qui sont encore trop peu activés dans par les chercheurs et chercheuses en sciences sociales. Ouais, ici, un index de concept. Ça, je trouve ça intéressant aussi, comme que je montre des exemples qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, mais plutôt pour éveiller la discussion et la curiosité. C'est une école aux Pays-Bas. Du coup, la page d'accueil est un index, est un glossaire de termes. Je crois aussi, c'était aussi une interface, je trouve, assez radicale pour transmettre de la connaissance. Alors, avant-dernier axe, je crois, un peu plus spéculatif celui-là. Est-ce que du coup, est-ce que les designers ont vocation à du coup, comment dire, légitimer oui, légitimer, je n'ai pas d'autres mots, des technologies existantes, ou est-ce qu'on ne pourrait pas également œuvrer à les déconstruire? Dans certains cas, ça peut être intéressant. Donc, ce serait du coup des travaux qui s'orienteraient vers une espèce d'informatique spéculative et du coup de contrecarrer ces objectifs de rentabilité, voire qui s'inscrivent dans des logiques capitalistes. Donc, ici, une citation du même ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, Digital _ Humanities,
Voilà, les outils ne sont pas seulement des outils. Moi, c'est un terme que j'emploie très peu d'ailleurs dans mes travaux, le mot outil. Ils sont des interfaces cognitives qui présupposent des formes de discipline et d'organisation mentale et physique. En scriptant des actions, les outils produisent et transmettent le savoir et par là même modèlent un monde. Donc, ce serait une espèce d'auto-réflexion ou de réflexion méta sur les technologies et la façon dont ça façonne le savoir, voire ça l'organise ou ça le présuppose. Et donc, ça, c'est une tâche que les humanités numériques, pourquoi pas, pourraient se donner. Donc, une citation d'un autre ouvrage, s'il ressort bien du domaine des humanités numériques de s'interroger sur ce que le numérique change aux pratiques de recherche en SHS, le numérique donne aussi en retour une capacité particulière aux chercheurs d'interroger les conséquences pas toujours désirées de l'explosion des usages du numérique au sein des sociétés où ils vivent. Je trouve ça passionnant. Malheureusement, j'ai trouvé aucun exemple qui, pour être transparent avec vous, qui s'inscrit là-dedans, mais je trouve que ça peut être une piste de travail malgré tout tout à fait pertinente. Ou alors, il faut aller chercher dans des pratiques en art, mais du coup, qui ne se revendiquent pas du tout des sciences humaines et sociales, voilà, comme tout ce qui est art numérique, hein, qui est très vivace encore aujourd'hui, autour du piratage, ou pourquoi pas dans l'archéologie des médias, on pourrait trouver peut-être une esquisse de ça. Donc, de dire qu'on ne va pas rester dans des logiques de rentabilité et d'innovation, qui est un mot qu'on emploie souvent et qui est plutôt bien vu à mettre dans des dossiers de financement quand on veut obtenir de l'argent public. Là, au contraire, on va valoriser des technologies anciennes, voire obsolètes, pour montrer qu'en fait, c'est plutôt peut-être devant nous ce qui est dans le passé. Donc ici, une collection de vieilles machines, une photo que j'ai prise moi-même à la Humboldt University à Berlin il y a quelques années. Et du coup, voilà, les étudiants et étudiantes là-bas peuvent travailler et créer des nouveaux programmes sur des machines qui ont parfois 20 ou 30 ans d'âge, ce qui du coup pose un tout autre rapport à la création. Ici, c'est complètement involontaire, mais je crois que c'est un exemple intéressant. C'est des scans, des bugs de scan dans Google Books, où du coup, parfois, on a des glitches, où on voit même des mains avec des gants, des personnes qui scannent ces livres. Et du coup, on a un peu une apparition involontaire des conditions matérielles qui ont permis à cette archive d'être constituée. Et dernier axe, d'impliquer des technologies plus ou moins émergentes dans des projets. Donc là, c'est plutôt une approche plus prospective que spéculative. Donc, pourquoi pas utiliser, par exemple, la blockchain pour stocker des documents, alors avec ses limites, parce que si on stocke des milliers de documents, ça devient très coûteux et très énergivore, mais ça peut aussi créer de l'interopérabilité et des nouveaux usages, pourquoi pas. Aussi sur la 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Ici, c'est un exemple à l'EPFL autour d'une reconstitution historique de la ville de Venise, projet qui a un très gros budget d'ailleurs. Ou pourquoi pas jusqu'au machine learning, ce que fait le MoMA à New York depuis déjà quelques années, pour identifier des œuvres d'art dans des photos d'archives. Bon, ça nécessite plus de moyens, ou l'exploration de masse de documents vidéo, audiovisuels, sans doute avec le même type de technologie d'ailleurs, ou de la reconnaissance de forme. Conclusion, archiver ou valoriser. Donc ici, voilà les 5 axes de travail. Je vous redonne les titres. Enrichir des corpus, interroger l'idéal d'une sémantique universelle, argumenter par la forme, déconstruire les dispositifs et impliquer des technologies plus ou moins émergentes. On ne pourra évidemment pas tout faire dans notre projet, mais si je coche peut-être les lignes qu'on va traiter, enrichir les corpus, on va le faire. Sémantique universelle, on l'a déjà fait, dans un sens, ne serait-ce qu'avec la journée d'études sur la traduction. Argumenter par la forme, oui, ce sera sans doute l'axe principal de notre projet, avec une interface qui sera vraiment spécifique et qui ne ressemblera pas à une autre. Les 2 derniers, je suis moins sûr. Je ne pense pas qu'on va les traiter. Déjà, si on fait 3 sur 5, c'est pas mal. Et donc, une tension, en conclusion, entre le design comme réponse à des besoins et le désir d'expérimentation critique. Je pense qu'on sera dans les deux, en fait. L'idée, c'est d'avoir une interface pour consulter les documents d'archives qui puissent servir aux chercheurs et chercheuses, qui soient utiles, qui leur permettent de poser des nouvelles questions sur les travaux du laboratoire de graphique, et une expérimentation critique en soi, une espèce de statement, ou en tout cas une interface manifeste de ce que doit être une archive en ligne aujourd'hui. Conclusion, importance de budgéter des compétences en design dans les projets en humanité numérique. Là, je ne parle pas pour nous, hein, mais des conseils peut-être pour des collègues qui pourraient voir cette vidéo. D'impliquer les designers le plus en amont possible. Nous, clairement, c'est le cas. Dans l'équipe de base, c'était le cas dès le financement du projet, dès la demande de financement. Développer un langage commun entre tous les acteurs du projet et ne pas limiter les designers à un rôle d'exécution. Et donc, voilà, au risque de me répéter, voir le design comme l'endroit d'une recherche et d'une dimension critique. Rendez-vous peut-être dans 1 an ou 2 pour voir si on a tout réussi. Et voilà, merci pour votre attention.
Que je suis dans les temps, Annelise? Oui, oui, on est largement dans les temps, Ouais, puisqu'on a jusqu'à 16h30. magnifique. Donc, magnifique. Merci beaucoup. Je vais consulter ma montre. Merci beaucoup, Anthony. Peut-être que si ça ne vous ennuie pas, on laisse la parole à David Bianic et on engage la discussion à la Ouais, suite. très bien. Ça Ce vous sera va? plus dynamique, ouais. Ok. Très bien. À toi Ça de me jouer, va David. aussi. David, tu prends le Merci. relais. Alors, je peux partager mon écran moi aussi, donc attendez que je lance Alors, j'espère par contre une que on va présentation. l'entendre. Tu peux activer peut-être de chez toi, Anthony? Le haut-parleur? Ouais. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais. Ouais. Nous, on t'entend. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? T'entends, David, ouais. Je coupe mon Ouais. micro pour éviter Ok, l'écho. Bah, il n'a pas d'ailleurs, mais je le rallume que si j'ai besoin de te parler. Mais on ça t'entend. marche. Est-ce que je peux donc partager mon écran? A priori, oui, l'écran. Alors attendez, l'écran 2. Hop, pardon, je suis sur deux écrans à la fois. Normalement, vous devriez voir, si j'enlève le côté noir là. Être qui empiète. Voilà, voilà. C'est bon? Est-ce que vous voyez une slide toute blanche? On te voit. On voit tout bien et je coupe mon micro, je rallume que s'il y a un bug ou quoi que ce soit, Ça David. Mais marche. on bien. Merci Anthony. Merci beaucoup. Merci Anthony à toi pour l'intervention et merci bien sûr Anne-Lise pour l'organisation de cette séance. Je suis ravi d'intervenir avec vous sur ces questions. Alors, j'avais prévu finalement, enfin j'avais prévu une intervention qui était plus axée en partie sur l'analytique visuelle et des choses plus resserrées sur la manière dont la visualisation travaille, la question des archives ou des collections, etc. Chose que je vais faire en partie, mais je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant d'approcher la chose de manière plus globale et plus générale, et au moins d'essayer de situer la manière dont la visualisation de l'information, ou la représentation graphique et visualisation de l'information, peut être mise à contribution justement, utilement, dans le cadre justement de la mise en visuel de l'archive en particulier. Donc, je vais faire quelques détours historiques et quelques pans un peu plus larges pour essayer simplement de situer cette contribution de la visualisation de données à la représentation de collections et de l'archive. J'ai donc intitulé Visualiser l'archive comme une sorte de titre un peu générique. Alors, en fait, j'avais produit il y a quelque temps un petit résumé d'un article qu'il s'agirait d'écrire, me semble-t-il, en tout cas qui m'intéressait dans son positionnement, puisque l'idée c'est de savoir aussi à quoi renvoie ou à quoi correspond aujourd'hui la question de l'édition de l'archive. Si on prend l'archive, effectivement, j'indique ici comme une sorte de fagot d'histoire et de culture, il est dès lors effectivement plus tout à fait l'objet seul ou l'objet unique, disons, de l'historien, et que donc aujourd'hui, éditer l'archive, et finalement, la visualisation prend son parti dans cette affaire, mais éditer l'archive, c'est certainement aussi s'interroger sur la manière dont l'archive peut être un matériel documentaire pédagogique à destination d'un plus grand public, de plus en plus grand public. L'archive comme support aussi, je l'indique ici, à destination de tous, pour à la fois permettre effectivement de comprendre le chemin, les séquences historiques, mais aussi arriver à pouvoir donner des clés pour penser l'aujourd'hui. Et donc cette question de l'édition de l'archive, ça m'intéresse depuis déjà quelques temps. Un certain travail d'ailleurs papier autour comment dire, des archives de l'architecte et urbaniste Marcel Lotz a fait l'objet d'une réflexion sur comment produire un livre qui récupère certaines de ces archives et qui publie finalement certains textes inédits sans simplement donner un coup d'agrafe sur une collection de textes d'un certain de conception de ce travail-là en y associant finalement des commentaires, des médiations, en respectant des mises en forme tout en éveillant la possibilité d'en traduire de nouvelles pour de nouveaux échos à la période contemporaine. Donc, éditer l'archive, c'est quelque chose qui m'intéresse par ailleurs, qui touche à notre projet de fait, puisque c'est édité à l'heure du web, donc sur le web, ça va bien donner d'autres possibilités de mise en lumière. Et la visualisation, à mon avis, s'insère en complémentarité à ce travail. Penser l'édition de cette archive ou la visualisation de cette archive, c'est certainement penser à des médiations nouvelles, à des traductions graphiques certainement originales, je disais des relectures et des regards commentés, et des réemplois, des emplois et réemplois qui pourraient paraître assez audacieux pour certains, en tout cas qui laissent possibilité à l'audace créative dans les réemplois de ces documents. Donc,
je voulais essayer de situer en tout cas cette question de l'édition dans la concurrence ou dans la filiation de la visualisation, dans la filiation de cette question de l'édition de l'archive aujourd'hui. La question de la publication de l'archive, elle rencontre, à mon avis, cette question de la publicisation, qui est un terme qu'on emploie souvent, mais qui renvoie, là, ici, en l'occurrence, à l'idée qu'on vient donner une ouverture, disons, une destination plus large encore de cet objet premier, en l'occurrence, l'archive. Prenez archive comme une entité au sens large, à la fois qui prend, je disais, fagot de culture et d'histoire, mais c'est aussi une entité en devenir, qui n'est pas uniquement figée ou fixée dans le temps, mais qui a vocation, elle aussi, à se développer, à s'enrichir, à s'étoffer. Et donc, publier l'archive, c'est la rendre publique d'une certaine manière. Et l'un des enjeux, Anthony a donné quelques clés, quelques axes de travail. Il me semble qu'un des enjeux importants aussi pour nous, dans ce travail autour de l'édition et de la visualisation de l'archive, ce serait de faire se rencontrer et faire se croiser cette question de la recherche, donc j'appelle la zététique ici, hein, j'emprunte là au scepticisme en philosophie, mais c'est-à-dire l'activité de recherche en elle-même, qui met en comparaison, qui met en relation, qui cherche qui est l'art du doute d'une certaine manière, qui se rapproche de l'heuristique en un certain sens aussi chez les Grecs, mais qui renvoie plutôt à l'idée de mettre en travail, hein, en comparaison, en réflexion et en analyse cet objet premier qu'est l'archive, faire rencontrer ce travail de la recherche, disons, à un travail qui s'ouvrirait à l'éducation, à la pédagogie, à une approche plus didactique à destination d'une acquisition et d'un transfert et d'une transmission de connaissances. Donc, voilà, j'avais en tête en tout cas cette idée. Je me dis, interrogeons déjà dans notre travail la manière dont la visualisation de l'information, la représentation graphique déjà en amont, contribue aujourd'hui dans ce cadre. Et qu'a-t-elle de particulier aujourd'hui compte tenu de l'évolution, de son évolution dans l'histoire? Alors, je voulais justement faire une observation à ce titre-là, et j'ai évidemment pas le temps de faire, la séquence historique complète de ce qui aurait été l'histoire multiséculaire de la représentation graphique, ça va de soi, mais je voulais quand même prendre le temps avec vous de marquer quelques jalons, quelques moments clés pour vous faire entendre une distinction, un tournant, c'est une hypothèse de travail, hein, une hypothèse principale, à titre d'abduction, on pourrait dire, mais l'hypothèse étant la suivante, c'est que dans l'histoire de la représentation graphique, depuis ses prémices, il s'est passé plusieurs révolutions et plusieurs transformations, mais il en est une révolution qui est celle concourante, ou dans la synchronie, on va dire, de l'apparition du web. Et à ce moment-là, quelque chose s'est infléchi et qui a donné à la représentation graphique et visualisation de données, etc., ce qui est dans le corollaire, a donné finalement une autre vue, un autre angle, une autre perspective. Et donc, je voulais prendre le temps avec vous de revenir sur quelques éléments clés de cette histoire pour arriver à cette question du web comme moment tournant dans la manière dont la visualisation a été peut-être mobilisée et en quoi elle est utile finalement. Donc, cette hypothèse principale est la suivante. Effectivement, c'est un préalable. Prenons-le comme préalable. On n'a pas le temps de le démontrer complètement, mais vous l'entendrez, je pense, dans ces termes. C'est que la question de la représentation graphique ou de la visualisation, et en particulier des savoirs, comme j'indique ici, des connaissances, et de l'ensemble des ressources et documents qui gravitent autour, elle n'est pas simplement dans la synchronie, elle doit être pensée, cette représentation des savoirs, comme un moment aussi de transformation qui a accompagné la naissance du web. Autrement dit, on peut pas véritablement, on ne pourrait pas, en tout cas, on aurait tort de dissocier ou de séparer deux moments historiques qui finalement sont d'un côté l'émergence du web, alors on va dire techniquement, hein, la mise en place technique et puis l'ensemble des éléments opérationnels qui ont rendu cette, on va dire, innovation technique possible. On aurait tort donc de dissocier ce qui s'est passé de ce côté-là d'un autre événement historique, un autre tournant historique, qui est le moment où la représentation graphique s'est en fait donnée comme perspective de faire autre chose que ce qu'elle a fait pendant plusieurs centaines d'années auparavant, même si elle l'a améliorée avec le temps. Elle s'est donnée à ce moment précis dans l'histoire comme objectif de donner forme, alors j'indique ici donner forme, donner structure, concevoir des architectures à ce qui serait une sorte d'étoilement de ressources et de documents ou d'objets ou supports de connaissances interreliés. Autrement dit, la perspective qui s'est engagée à ce moment-là a été non plus pour la présentation de données de se concentrer sur ce qui serait une sorte de rapport, on va dire, un peu synthétique ou synthésique, au sens des Grecs, c'est-à-dire de réunir les savoirs et de retenir de ces savoirs finalement les éléments essentiels
qu'on peut être amené à projeter graphiquement, à représenter et à situer, auquel on donne une forme, disons, appréhendable. Ça n'a plus été ce travail spécifique, disons, de synthésique, au sens des Grecs, mais plutôt d'engager un travail qui est dans la perspective, on va dire, plutôt structuraliste, d'aller chercher à construire des systèmes ou un système ou des systèmes pour construire, à la fois organiser le savoir existant, mais permettre aussi sa construction, son élaboration future. Et il s'avère que quand on regarde et quand on file l'héritage historique de la représentation graphique, on se rend compte effectivement que plusieurs des réalisations à cette période de l'invention du web ont justement, précisément, changé de braquet, si je puis dire, et travaillé plutôt des abstractions, des images ou des représentations modélisantes, des représentations modélisantes qui ont donné lieu justement à la constitution de systèmes plus largement. Donc jusqu'à, disons, ça c'est une hypothèse principale que je lève là, je dis à valeur d'abduction, c'est-à-dire je vous demande de la prendre comme vraie, faute de pouvoir totalement la valider avec vous aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un travail à faire spécifiquement là-dessus et je voulais simplement amener de l'eau au moulin à travers quelques exemples pour vous donner à entendre cette idée-là. Mais jusqu'à l'apparition du web, disons, on pourrait ranger l'intégralité de ce qui s'est fait en représentation graphique, et il s'est passé énormément de choses, ça va de soi, mais évidemment, c'est pas réductible, toutes les choses ne sont pas réductibles, elles sont bien différentes à bien des égards sur plusieurs aspects, mais elles suivent, disons, cette orientation, cette visée que j'appelle ici synthésique, qui touche à des synthèses visuelles, entre du dénombrement, du recensement, ce qui a été les premiers temps, jusqu'à effectivement des transpositions et translittérations visiographiques qui ont permis des synthèses extrêmement puissantes pour à la fois de la visualisation écométrique, de la grammatique statistique, etc. etc. Sauf qu'il s'est pensé, encore une fois, autre chose, finalement, à l'heure du web. Alors, je vais encore une fois pas refaire toute l'histoire, mais simplement, je voudrais marquer avec vous ces grands temps, quelques grands temps comme ça de cette histoire de la représentation graphique pour situer justement ces moments synthésiques caractéristiques. Une des premières occurrences dans l'histoire de la représentation graphique, selon celles qui sont bien souvent rappelées et indiquées, on en trouve plusieurs, les stick charts avec les Micronésiens et Polynésiens notamment, mais avant cela encore, on a le Kipu, que certains d'entre vous connaissent, ou la majorité d'entre vous certainement, qui est cette invention, cet artefact tout à fait particulier dans l'histoire. On est en 2600 avant Jésus-Christ et on a là, pour faire très vite, un dispositif qui a cette capacité, disons, à concentrer, à recenser, à concentrer un comptage. D'abord, c'est un outil, c'est un système de numération. C'est d'abord un outil qui permet de compter et de déposer finalement ce recensement visuellement, graphiquement, matériellement. Et c'est un élément aussi qui permet d'absorber visuellement la volumétrie de l'ensemble de biens, d'équipements. Alors vous avez, en fait, dans le dénombrement de l'époque des Incas, vous avez différentes couleurs, différentes cordes, et chaque nœud renvoie une quantité. C'est un système positionnel à base 10, donc on avance de 1 à 10, 100, 900, 1000, etc. Et selon la complexité du nœud, évidemment, vous avez des quantités qui sont différentes. Vous avez des couleurs qui diffèrent par corde, et puis vous avez un rangement de ces cordes, et vous avez toute une hiérarchie qui s'est mise en place. En priorité, en 1, ce sont les hommes, en 2, les chameaux, ensuite les bêtes, les vêtements, les céramiques, etc. Ce qui est intéressant, c'est que cet artefact est tout à fait ingénieux, évidemment déjà extrêmement riche d'intérêt, mais il est tout à fait caractéristique de ce moment clé qui a été le regroupement entre comptage, compter, recenser, déposer et constituer un artefact qui est d'abord un support mnésique, comme l'étaient les stick charts pour les Micronésiens, c'est-à-dire quelque chose qui va produire une image qui pourra être un support de la production d'une image mentale aussi, comme pour les Micronésiens, qui fixe quelque chose et qui nous aide, c'est aussi un abaque, c'est un instrument, qui nous aide aussi à compter et à recenser. Vous avez ensuite toute une période du temps des Grecs, et encore une fois, je ne vais pas refaire toute l'histoire, rassurez-vous, mais je vais simplement marquer quelques points. Les Grecs ont beaucoup travaillé notamment à l'invention de ce qu'on appelle les projections graphiques, alors avec Miène, Eratosthène, Ptolémée, Anaximandre, des grandes figures de cette histoire qui ont donc produit des figurations cartographiques et qui ont amené à la figuration de ce qu'on appelle les koumènes, donc les terres habitées, avec une grande capacité, une puissance, disons, de représentation graphique pour tenir dans une même image, si l'on veut, la représentation du monde
selon des variables qui sont complexes à tenir, c'est-à-dire conformité, les angles, équivalence, les superficies, et puis équidistance, les distances entre les territoires. Et ils ont ouvert finalement un territoire qui n'est pas évidemment fini, puisque ce travail de projection cartographique est un travail extrêmement passionnant et qui continue encore aujourd'hui avec les technologies d'aujourd'hui pour réduire ces déformations entre ces trois éléments. Mais ils ont d'abord ouvert effectivement cette idée à une production, une synthèse cartographique. Ce qu'on fait ensuite dans la continuité, les Romains, avec la production de cartes, et notamment les fameuses cartes où les réseaux routiers, les premiers plans, hein, finalement apparaissaient à cette période, on est en 300 après Jésus-Christ, avec des formalismes qui touchent à la fois au modèle écrit et graphique. Et les productions graphiques à ce titre sont tout à fait remarquables. La table de Peutinger en est un exemple phare que tout le monde connaît, mais qui a cette capacité, cette réussite, disons. Là aujourd'hui, on a une reproduction, puisqu'on n'a plus les traces, on n'a plus les objets originels de l'époque, mais une représentation qui date du XIIIe siècle et qui donc reproduit fidèlement tout le travail qui a été celui de Castorius, donc le géographe qui a produit cette carte, qui, chemin faisant, en foulant les terres, a donc inscrit l'ensemble des chemins, des parcours, des points d'arrêt, jusqu'au tout le territoire romain, qui était extrêmement important à cette époque, qui touchait jusqu'au bord de la Chine, et qui est donc une sorte de grand volumen comme celui-ci, avec cette qualité descriptive, cette finesse, et ce souci stylistique aussi d'arriver à produire quelque chose qui reprend de manière synthétique l'information des différents parcours, chemins, des voies empruntables pour pouvoir aller d'un point A à un point B, etc. Avec quelques points repères, bâtiments et ensemble d'architecture tout à fait marquants pour l'époque. Donc on chemine, et de toute façon à chaque production, on chemine vers cet effort synthésique qui consiste effectivement à ramener l'essentiel, les éléments essentiels dans quelque chose qui peut être tracé, représenté, cartographié. Vous avez Al-Idrissi, géographe botaniste arabo-andalou que vous connaissez, qui a produit des objets, notamment le livre de Roger, hein, Roger de Sicile, qui a commandé cette production qui est à la fois, comment dire, on dit un ouvrage de géographie descriptive qui combine planisphère et commentaires associés, qui en réalité sont une somme de connaissances qu'Al-Idrissi a pu à la fois accumuler, apprendre, et aussi lui-même découvrir de par ses voyages et en fréquentant les différents territoires qu'il a pu représenter. Et il nous en a laissé un ouvrage absolument formidable qui tend lui aussi de produire cette synthèse ici de l'ensemble des différentes parties du territoire qu'il a pu fréquenter, donc avec des cartographies encyclopédiques qui joue à la fois en réduction pour tenir les éléments essentiels sur à la fois les cultures, les sociétés, les populations, les modes de vie, les us et coutumes, mais aussi bien sûr les territoires. Avec aussi ce travail remarquable, admirable par ailleurs, graphiquement, d'une représentation synthétique, donc, qui réduit à l'essentiel les éléments clés, comme on a vu avec avec la carte de table de Peutinger. On a ici une représentation notamment orographique sur les reliefs des terres, qui est absolument admirable de style, mais aussi d'efficacité descriptive. Et c'est ça qui est intéressant aussi à cette période, c'est qu'on a une volonté d'aller synthétiser, de regrouper, disons, un maximum d'éléments qui nous fait connaître le monde de l'époque et qui en même temps trouve une forme ou rencontre une forme qui est censée nous situer, nous donner à voir les éléments les plus significatifs. Dans la continuité, on arrive au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on a beaucoup de productions qui apparaissent en représentation graphique, qui ont aussi une autre fonction et qui s'appuient à la naissance des sciences modernes à cette époque. XVIIe siècle, c'est le moment où on constitue, en tout cas, comme le moment de la naissance des sciences modernes. Et à partir de ce moment-là, viennent se mettre en place d'autres types de représentations graphiques qui vont venir, elles aussi, produire ce complément synthésique graphique. En sélénographie, on observe la Lune, on observe le Soleil, on commence à avoir des représentations graphiques plus abstraites qui nous situent des éléments de l'invisible. Et c'est tout l'intérêt de cette représentation, c'est de nous faire voir et comprendre de manière synthétique des choses qui sont complexes à appréhender sur Terre, qui sont parfois même totalement encore une fois invisibles, donc difficilement mesurables par l'œil classiquement, et qui sont parfois aussi distantes, extrêmement lointaines. Et c'est le cas des productions donc en sélénographie pour les tâches lunaires, mais aussi sur les tâches
du disque solaire qui est observé par Scheiner, donc en 1626, avec ses productions graphiques tout à fait extraordinaires, en ouvrant là l'occasion de faire des représentations cinématiques, c'est-à-dire des instants graphiques qui déposent. On a toujours ces rapports consignation et visualisation. La représentation graphique, pendant très longtemps, a été l'occasion d'être un support de consignation et de dépôt, et en même temps de mise en forme, quelque part. Et on a là quelque chose qui nous ouvre aussi à d'autres représentations intéressantes, où on vient déposer graphiquement traces, et on ouvre à d'autres modèles de représentation synthétique. Huygens est une figure majeure aussi pour plein de choses, à la fois les rotations de Saturne et les disques, avec aussi cette cinématique et cette représentation qui nous fait voir différents temps, différents moments d'un temps animé, disons, dans l'espace, avec ces représentations graphiques qui nous situent. Et puis, chose totalement caractéristique du travail de Huygens et de la période aussi, c'est-à-dire des déductions, disons, des inférences, des propositions scientifiques qui prennent appui sur des schématisations et qui vont avoir, comme les ondelettes, la dispersion d'ondes, que ce soit la lumière ou le son, qui vont donc représenter quelque chose qui relève de phénomènes à partir de laquelle, donc, effectivement, la représentation graphique donne à comprendre, à lire et à modéliser, quelque part, le phénomène. Mais on est toujours, là aussi, encore, dans cette perspective synthétique qui consiste à nous ramener à des éléments de compréhension de l'essentiel, de lois ou de règles physiques, en l'occurrence ici. L'isosynchronisme des cycloïdes chez Huygens aussi, extrêmement intéressant. Des choses qui sont aujourd'hui véritables et avérées, qui ont été prouvées avec le temps, et d'autres choses fausses, bien entendu. La représentation graphique a parfois été l'occasion de traduire des hypothèses totalement fantasques et qui ont été contredites par la suite, ce qui n'est pas le cas d'inventions comme le synchronisme des cycloïdes, par exemple, qui a été au crédit de Huygens. Bref, consignation, outils de corrélation et représentation graphique ont été, là aussi, conjugués à destination d'une synthèse visiographique. On a tracé l'histoire par la suite, à partir du XVIIIe siècle. On a corrélé, représenté et fait se rencontrer des choses. Alors, je vais très vite. Barbe-Dubourg, que vous connaissez, avec des cartes chronologiques qui ont permis de représenter une succession de périodes dans le temps, mais une figure plus connue, c'est Joseph Priestley, qui a fait ces représentations chorographiques extrêmement célèbres, à la fois des grands personnages de l'histoire qu'il a pu représenter sous ces formes de première timeline, on pourrait dire première ligne de temps, qui situe comme ça la synchronicité, la contemporanéité de certains grands noms dans l'histoire. Ça nous donne des lectures différentes finalement, verticalement, des moments de rencontre ou non, en tout cas des contemporanéités d'un certain nombre de grandes figures, et puis d'autres travaux qu'il a pu réaliser pour là aussi séquencer et représenter le fil de l'histoire, toujours dans un esprit, si je puis dire, synthésique, de tenir finalement au plus essentiel dans la représentation, quelque chose qui nous fait entendre et comprendre et saisir l'essentiel du savoir du monde. Encore très vite, et pour terminer sur cette partie historique, la codification visiographique qui s'est élaborée à partir du 19e, 20e siècle. À partir de cette période, notamment au tout début du 20e siècle, on a pris le temps, je dirais, ou pris la mesure plutôt, de la valeur du champ, de l'expertise que pouvait représenter la représentation graphique, et on l'a ouvert à plusieurs domaines et plusieurs disciplines dans l'histoire. On a donc pris le temps de codifier et de réglementer, si je puis dire, sans les limiter bien entendu, mais donner un cadre pour comprendre l'utilité, la plus-value, l'apport de tel ou tel modèle ou formalisme de représentation graphique, sa généricité ou non, de donner des clés d'emploi. Et vous avez bien sûr une figure importante, William Cobrington, qui est une personne qui a largement œuvré très tôt aux États-Unis, très tôt au début du XXe siècle, pour produire des ouvrages qui sont des joyaux, à la fois pour organiser, disons, l'ensemble de ces percées, ces inventions créatives et graphiques, mais organiser l'intelligence et l'emploi et le réemploi et l'usage qu'on pouvait en faire. Avec ce dernier volume qui date de 1939, qui évidemment est lui dédié à Playfair en hommage à Playfair, avec une introduction aussi de Henri Hubbard, qui a fait un texte absolument extraordinaire sur la valeur de la graphique, disons, et la puissance que ça peut avoir pour saisir en très peu de lignes, très peu de formes, quelque chose qui touche à différents sujets, les phénomènes de l'écométrie, du savoir fondamental, etc., etc.
Et à cette période, disons, pour le dire simplement, ça c'est une traduction vite fait, mais je n'ai pas le temps de tout dire, je vous renverrai ce document et vous regarderez plus en détail, mais c'est une traduction de l'introduction du bar dans l'ouvrage, qui est un morceau de littérature en lui-même absolument passionnant et très juste. En tout cas, il s'est passé quelque chose effectivement dans l'histoire au moment du web, mais jusqu'alors, jusqu'à cette période, on peut ranger, disons, avec toutes les variétés qu'on peut y trouver, l'ensemble de ces productions en destination de cette plus réductionniste en un certain sens, qui vise à essayer de retenir le tout dans une réunion des éléments jugés les plus essentiels. À partir du web, eh bien, encore une fois, s'ouvre autre chose. On a compris, on comprend alors que possiblement, il existe des totalités, mais que ces totalités ne sont pas finies, elles sont en constitution, elles sont en devenir, elles sont amenées à être agrémentées, qui est une totalité in progress, on pourrait dire, et que par ailleurs, il est intéressant de penser non pas une synthèse d'un tout constitué, mais de penser plutôt des systèmes qui vont accueillir l'évolution et la complétude de ce tout dans le temps. Et donc, on pense système, et on pense à travers le système, on pense la contribution de la graphique, et de l'impression graphique, au travers de la capacité à modéliser ce système et à fixer des éléments comme des indicateurs, des descripteurs, des classificateurs pragmatiques et sémantiques pour lire à travers ces collections et représenter certains aspects ou certaines parties de ces collections. Alors, avant d'arriver, j'ai des exemples tout à fait concrets comme Anthony sur des choses d'aujourd'hui. Je voulais simplement marquer quelques points clés encore et je vais aller vite sur quelques grandes figures. Je vais aller très vite là, sur quelques grandes figures pour ces figures étant des figures papales de l'invention de l'Internet. Anthony a parlé de Tlett tout à l'heure. Il faut retenir d'eux, évidemment, plein de choses pour la construction d'Internet, mais il faut aussi retenir d'eux un certain nombre de réalisations graphiques qui sont concurrentes de l'invention du web et qui touche, encore une fois, à l'histoire de l'impression graphique dans une transformation de sujets, de perspectives d'emploi de cette graphique. Ils ne sont pas les seuls, ces figures papales, à avoir contribué. Il y en a d'autres. Il faudrait faire un travail spécifique pour recenser aussi l'ensemble de ces productions qui ont occasionné ce tournant. Mais il est certain que ces grands acteurs et inventeurs du web ont fait quelque chose d'important à ce titre-là. Alors, Tlett, on en a parlé. Anthony en a parlé, et puis vous connaissez très largement cette grande figure qui a finalement contribué à cette constitution d'un fonds documentaire et d'une logique aussi autour de la documentation des savoirs, mais il a produit finalement des représentations graphiques qui sont tout à fait intéressantes à ce titre-là, parce qu'elles ont tenté des modélisations, des approches globales de classification, d'organisation, de catégorisation du savoir, qui sont tout à fait riches d'intérêt et qui débordent simplement le cadre ici de la représentation et de la bibliométrie. Avec l'idée d'une architecture, avec des constructions qui touchent parfois à des étagements qu'on pourrait dire presque platoniciens dans l'organisation des ressources, mais avec aussi en arrière-plan l'idée d'un travail connexionniste, d'un savoir qui se constitue, qui s'élabore dans la rencontre et l'entrecroisement de ces ressources qui sont parfois éparpillées, parfois rangées entre l'institution, le lieu de culture, la bibliothèque, le laboratoire, etc. L'idée est véritablement de construire un modèle, un macro-modèle, large modèle, qui vise et qui s'accorde, disons, à cette idée d'un rapport connexionniste, disons, à la construction et à la mobilisation du savoir. Donc, il y a des productions de ces Tlett qui sont tout à fait intéressantes à ce titre-là. Évidemment, chez Vannevar Bush, on a aussi des choses intéressantes à regarder. Le Memex, que vous connaissez, et puis donc cette publication majeure en 1945. Mais l'idée aussi, c'est d'autres travaux de Bush qui sont toujours en lien avec l'invention de ce qu'on pourrait dire une sorte de mécanostructure ou de représentation, modélisation physique, qui met en rapport les connaissances entre elles, au-delà du fait de penser, disons, quelque chose qui nous donne accès rapidement ou qui associe, disons, idées et ressources documentaires en un instant record et qui fonctionne à la manière du cerveau humain. L'idée, c'est chez Bush aussi, qui est intéressante, et qui s'est travaillée dans la forme et dans la représentation graphique, et dans le procédé graphique, c'est véritablement cette idée qu'il y a une sorte de macrostructure qui peut permettre de modéliser les connaissances et les indexer et pouvoir les mobiliser, les regrouper selon les utilités du moment. Et donc, vous avez chez Bush un travail complémentaire, notamment
ce prototype breveté de comparator, qui est une autre invention, un autre procédé de Bush qui est tout à fait intéressant et qui invente quelque chose qui est une sorte encore une fois, de mécanostructure pour penser la relation connexionniste au savoir. Engelbart, autre figure historique papale de l'invention du web, dont on retient évidemment en particulier l'hypertexte, ou la construction, en tout cas beaucoup de choses, la souris et plein de choses, bien entendu, tout ce qu'il a pu inventer, mais au-delà de ça, on retient notamment des éléments autour de l'hypertextualité, et il y a aussi à retenir, y compris dans les représentations graphiques et les productions graphiques associées à son travail, la construction des premiers réseaux sémantiques ou des ontologies, des rapports de termes qui peuvent être associés, croisés, complétés, en tout cas d'occurrences et de ressources. Et donc, il y a là une intelligence modélisante qui est à l'œuvre dans le travail qui accompagne de fait la révolution du web. Linkleader est aussi une grande figure importante à qui on doit plein de choses sur l'interfaçage graphique avec Evan Setterlund, qui sont les deux là aussi, grandes figures de l'invention de l'informatique graphique. Le pointage de Sage, qui était un dispositif dans l'histoire important, mais on retiendra aussi de Linkleader, qui a été en charge du traitement de l'information dans le projet ARPANET, donc qui est l'origine d'Internet. On retiendra aussi des modélisations, des représentations graphiques, des systèmes interactionnels, dont un qui s'appelle le Procognitive System, absolument passionnant, qui modélise et qui trace en forme graphique quelque chose d'une sorte d'organisation avec des méga-nodes, des méga-nœuds, associant ressources venant de bases de données, d'inventaires, d'entrepôts de données, etc. Tout ça est une sorte de premier diagrammatique qui accompagne, disons, la mise en forme et en opération du web, mais c'est aussi une première manière, en tout cas certaines manières, d'envisager la modélisation de la connaissance et de la tracer, de la grapher d'une façon originale. Et puis, bien sûr, moi, c'est mon préféré, puisque c'est celui certainement qui se rapporte le plus à ce que je vous indique ici. En même temps, c'est une figure attachante. C'est aussi le dernier vivant des personnages que je viens de vous présenter aujourd'hui. Il a 85 ans aujourd'hui. Il continue inlassablement à travailler sur ces mêmes objets, notamment le projet Xanadu que vous connaissez, donc Ted Nelson, grande figure aussi, peut-être le moins technique de l'ensemble. Sociologue de formation, mais qui a toute sa vie durant et encore aujourd'hui tenu mordicus, disons, une idée, une sorte de vision qu'il a toujours eue depuis ses débuts, certainement, depuis les débuts de ses travaux autour du projet Xanadu, c'est-à-dire ce travail de l'hyperdocument, de l'hyperstructure du document connecté, Docuverse, qui bien sûr préfigure l'hypertexte, bien sûr invente des éléments de l'Internet, mais qui déjà, surtout, trace quelque chose d'une certaine, encore une fois, organisation métastructurelle, infrastructurelle aussi du document. Un document comme une entité en interaction multiple, disons, avec d'autres ressources avec lesquelles il est interrelié. Et ça, il en a tracé, il en a modélisé beaucoup il a fait beaucoup de plans et beaucoup d'éléments graphiques, et il a bien sûr expérimenté, y compris sur le plan de l'interface, en travaillant avec beaucoup de designers, en l'occurrence aussi, avec parfois des ingénieurs designers comme Benjamin Fry, par exemple, et d'autres, pour mettre en place quelque chose qui exploite à plein ce que l'Internet a mis en œuvre, mais pas totalement, autour de ce document multiple, hyperstructuré. Et puis, bien sûr, l'Infovise, et puis, bien sûr, l'IHM dans les communautés dans les années 80-90 n'ont fait qu'abonder ou qu'aller dans cette même direction, disons, d'une représentation graphique qui se soucie moins de cette synthèse que de la volonté modélisante, pour le dire rapidement, et donc de construire un système des savoirs plutôt qu'une synthèse des savoirs. Avec le web, donc, les choses ont pas mal évolué, et de fait, depuis le web, il faut comprendre, il faut certainement se situer et comprendre les choses différemment. Alors, si on regarde des exemples contemporains maintenant, et je voulais les ranger en 3 catégories, parce qu'il me semble que ce sont 3 catégories qui nous donnent aussi à penser la perspective de ce que peut apporter la visualisation de données à la représentation archivistique. On a un premier étage de la fusée, si je puis dire, qui est la mise en ligne de l'archive. Aujourd'hui, Web Archive, Archival Datasets, c'est-à-dire l'idée de pouvoir se saisir de l'archive et d'aller numériser d'une part, et en même temps mettre en exergue un certain nombre de groupements, de regroupements, des typages sémantiques, des pondérations, des comptages d'occurrences, des groupes de termes, etc. Donc évidemment,
là, on est, disons, dans la perspective que le web nous propose, d'une visualisation de données archivistiques avec des mises en croisement qui sont tout à fait intéressants. Martin Grandjean, un collègue d'Anthony en Suisse, qui a pas mal explicité d'ailleurs à la fois cette évolution historique, mais aussi d'une certaine manière les premiers temps, en l'occurrence du travail archivistique, de la mise en visibilité ou de la visualisation de la donnée d'archives, en montrant les différents patterns d'utilisation, à la fois effectivement de l'occurrence, je disais, le comptage d'occurrence, des mises en croisement, des clusters finalement, par rapport à tel ou tel document qui peut représenter ou concerner tel ou tel auteur, des graphes effectivement en partie relationnels, des grappages de concurrence avec des volumétries, comme vous voyez ici, qui permettent de lire l'archive, c'est-à-dire d'avoir des yeux un peu nouveaux, un peu plus parfois globaux sur l'archive, mais qui sont à cet étage de la fusée, si je puis dire, toujours des mises en visibilité de l'archive telle qu'elle est. C'est comme des lunettes pour mieux lire à travers cet ensemble de collections. Également des modèles relationnels tout à fait intéressants pour comprendre une lettre d'un tel, un ouvrage associé à à telle période ou à tel autre objet dans le modèle d'RDF, donc sujet, objet, prédicat, des bases, des ontologies qui permettent de regrouper des documents, regrouper des objets conceptuellement. Alors on a plusieurs exemples qui empruntent cette voie et qui, quelque part, sans la dénigrer du tout et sans considérer que c'est un étage, je dirais, inintéressant, c'est simplement pour faire une sorte d'évolution, et vous allez la comprendre au fil de l'eau, qu'il y a quelque chose qui touche à cette visualisation de la donnée archivistique, et puis une évolution plus progressive vers une vraie autonomie de l'archive comme forme visuelle. Vous avez ici une représentation tout à fait classique qui reprend l'ensemble des collections. Alors là, c'est pour le Centre for Australian Art, et j'ai intitulé cette catégorie Museum and Data Analytics, donc comment on reprend des données muséographiques, des collections d'archives, d'œuvres, etc., qui sont données à voir, où on peut y accéder, disons, par des visualisations graphiques. Et là, il s'agit de compter, il s'agit de recenser par rapport aux productions, si elles dépendent de telle ou telle technique, si elles correspondent à telle ou telle période, et on accède finalement à des ensembles classés, puis des fiches ensuite pour pouvoir y accéder. Vous avez d'autres projets un peu du type, là c'est le Cleveland Museum of Art, qui propose ici d'autres classificateurs avec des regroupements en clusterisation. Vous voyez ici des fagots, finalement des grappages de points qui correspondent à des documents. Ces documents étant rangés là aussi selon les catégories fixées par avance. Et donc on peut entrevoir quelque chose ici plus facilement de l'archive, et on arrive toujours au cartel au bout du compte, c'est-à-dire à cette fiche qui nous recense les éléments clés et l'ensemble des informations et métadonnées qui sont associées. On a un premier temps, disons, des lunettes particulières graphiques qui nous permettent d'aller chercher ce qu'on pourrait trouver par ailleurs sur un search classique, mais qui là sont une entrée, disons, graphique différente. Alors, le Stedelijk Museum a fait aussi d'autres choses, toujours dans la même veine, intéressantes aussi. Je vous renverrai tous ces liens, comme ça vous aurez le temps de regarder plus posément, parce que je vais aller très vite. Où on vient regarder la collection et finalement le fond à travers différents paramètres, que ce soit la localisation de résidence ou le lieu de naissance des artistes dont les œuvres sont acquises par le musée. Et on en produit des cartes qui permettent de montrer les autorités, finalement, les quantités, ici carto déterminées, et puis vous avez des représentations ou des différenciations par genre, jusqu'à des trimaps, comme vous voyez sur la droite, avec des organisations volumiques aussi, donc la volumétrie du fond, par des catégories qui sont plus ou moins tel objet, telle peinture, sculpture par exemple, ce genre de choses, ou des périodes dans l'histoire. Donc ça fait partie des choses tout à fait intéressantes. On est encore, je dirais, dans la représentation ou visualisation de données archivistiques. Un autre travail intéressant, comme Anthony a mentionné des exemples autour des artistes et des productions en résidence au Google Art and Culture Lab, qui est vraiment un espace où s'inventent et s'expérimentent des choses tout à fait intéressantes. Il y a une liberté donnée aux artistes qui permet évidemment de faire qui reprend en fait des collections d'images d'un photographe, un photojournaliste plus exactement, qui s'appelle Mohamed Hamid, qui a produit au Kenya en particulier beaucoup d'images, énormément de clichés. Il y a plus de 6000 en fait, photos qui sont recensées dans ce site. La participation d'un certain nombre de classificateurs automatiques, réseaux neuronaux et intelligence artificielle ont permis en fait, de faire des recoupements et des regroupements
et donc de constituer des chroniques visuelles qui permettent d'approcher, disons, de faire des lectures qui sont parfois plus cohérentes, sémantiquement plus cohérentes, pour approcher ce fond qui est assez pléthorique, pour le coup. Et là, on est là aussi dans une classification, alors qui parfois fait ressortir des chemins, parce que ces chroniques visuelles ont permis, enfin, cette analyse a permis de définir des chroniques visuelles et des stories qui peuvent permettre d'aller chercher des relations thématiques, des images au Kenya, en Éthiopie, etc., ou de l'architecture ou diverses choses. Mais on peut aussi naviguer dans une collection qui est plus ou moins pré-rangée et pré-réglée par l'algorithme. On est toujours dans une lecture, encore une fois, des données archivistiques. De même que, alors, il faut retenir, l'Université de Potsdam a un département de sciences et un laboratoire qui est notamment sous la houlette de Marianne Dork et aussi de Boris Müller, qui sont des grandes figures de la représentation de données, qui ont fait beaucoup de choses. Et en tout cas, ce qui se passe chez eux, dans leur laboratoire, qui s'appelle le Urban Complexity Lab, notamment ils traitent de la ville, mais pas que de la ville, mais à l'Université de Potsdam, ils ont un programme spécifique sur, on va dire, musée et visualisation de données. Et ils ont produit depuis 2013, je crois, ou 2014, énormément de choses, alors dans leur labo, mais aussi avec leurs étudiants en fin de cycle, et des productions tout à fait intéressantes, extrêmement riches, qui vont des données archivistiques projetées graphiquement, avec un certain nombre d'éléments clés, jusqu'à des choses plus évoluées dont je vais vous parler un peu après. Mais là, vous avez quelques exemples à l'image ici, autour du Dutch Digital Bibliothèque, qui a été saisi et visualisé à travers différentes variables, des mots-clés, les personnes, les organisations. Donc on a du réseau social, on a des éléments de période qui sont sectorisés, de la volumétrie aussi, et des nuages de mots-clés, des tag clouds plutôt, qui finalement donnent aussi à lire des occurrences, des pondérations dans l'ensemble de cette collection. Tout ceci permettant déjà, à cet étage de la fusée, de faire de l'analytique visuelle, entendez analytique visuelle comme la possibilité de mettre en place des méthodes à la fois d'analyse, principalement de grands volumes de données, des choses qu'on aurait du mal à appréhender sans pouvoir les projeter graphiquement, mais aussi méthodes de raisonnement à partir de ces éléments visuographiques. Et de fait, ça implique, quand on met en place un travail analytique visuel, quand on veut tirer de ces représentations quelque chose qui soit autre qu'une simplement un mode d'accès rapide, ou plus ou moins rapide, à des collections, quand on veut faire de ce support un support, disons, de recherche et effectivement d'analyse, d'exploration, alors cela implique d'aller chercher, le plus souvent, à concevoir des formalismes de représentation qui soient spécifiques. Anthony l'a dit, plutôt que d'avoir une sorte de couteau suisse de la représentation ou de la plateforme, l'idée c'est de penser quelque chose qui soit ad hoc, spécifique aux qualités et aux singularités des données qui sont à mettre en forme. Et donc, de fait, qui dit exploration et, de l'archive, et progressivement, non plus simplement visualisation de l'archive, mais archive visuelle, eh bien, dit design de l'archive visuelle, avec un certain nombre d'attentes, de définitions, ou d'objectifs plutôt, qui sont un codage visuel spécifique, qui sont la réduction de ce qu'on appelle les encombrements visuels, c'est-à-dire que produire aussi des éléments qui permettent de discriminer, de filtrer, de voir, d'aller pouvoir faire du global, mais aussi du zoom sémantique, comme dirait Norman, on va plonger dans des ensembles plus spécifiques, donc du tri finalement, et puis s'appuyer véritablement sur les opérateurs que Bertin lui-même a mis en œuvre, c'est-à-dire les attributs préattentifs aussi, c'est-à-dire les variables visuelles, considérer que ce traitement peut être efficient et efficace que s'il a été pensé dans la réduction aussi et l'intelligence graphique mis en œuvre. Donc l'idée de la deuxième étage de la fusée, c'est de dire on produit de la visualisation qui n'est pas simplement la projection graphique de l'archive, mais qui est une archive visuelle, visual archive, comme idée qu'on constitue quelque chose qui a une singularité de forme, à partir de laquelle l'archive n'a plus tout à fait le même abord, disons. On n'aborde pas l'archive de la même manière. Et surtout, on peut y faire des choses, on peut voir à travers de nouvelles lunettes, et on peut voir des choses tout à fait nouvelles sur ces collections. Alors, l'Université de Potsdam, je l'ai dit tout à l'heure, a produit beaucoup de choses. Vous irez voir, il y a plusieurs projets. Il y en a un qui a été relativement mis au jour. Enfin, il y a eu pas mal de communication. C'était autour des dessins de Frédéric Guillaume IV, roi de Prusse, qui a finalement produit des dessins en quantité. Et l'intelligence, je n'ai pas le temps de la montrer, mais l'intelligence de cette organisation, c'est d'avoir à la fois clusterisé les ensembles de dessins selon leur similarité, pas uniquement thématique, mais aussi graphique, de traits, de types, de formats. Et donc, on navigue dans des collections qui sont extrêmement bien pensées pour aller repérer justement un certain nombre de patterns intéressants dans cette large collection de plusieurs milliers de dessins.
le tour de force aussi, c'est qu'on peut aller jusqu'au zoom du dessin lui-même et aller plonger dans le document pour la voir à l'échelle 1, enfin l'échelle 1, en tout cas une échelle consultable à l'écran, pour voir les détails de la forme graphique, ce qui produit un rapport, disons, entre la mise en représentation globale et l'objet lui-même, extrêmement intéressant et instructif, aussi à plusieurs titres. La Parsons School of Design a mis aussi en place un projet avec la Smithsonian Institution Collection pour produire des représentations aussi intéressantes à partir de ce fond très large, très et multi-spécialitaire, multi-domaine, avec par exemple ici l'idée de ne plus regarder la collection, notamment de peinture, à travers simplement les thèmes ou les sujets qui sont traités, mais les formats des portraits qui sont traités en peinture, en les organisant à travers le temps et en voyant à travers cette variable un peu périphérique, mais qui n'est pas tant que ça finalement. On y voit des choses tout à fait intéressantes comme type finalement de mise en figure à cette période. On peut visualiser l'ensemble de ces formats selon les salles de l'exposition, mais aussi d'aller voir la gradation croissante ou décroissante de ces formats. Et puis vous avez d'autres projets, donc toujours sur la Smithsonian Institution, qui est finalement très large dans ses domaines et champs, qui touche ici à la question des oiseaux et des espèces d'oiseaux qui sont menacées, en produisant finalement une mise en forme graphique qui permet d'aller comprendre quelles sont les espèces les plus menacées, donc de progresser dans cette collection pour repérer, et il produit des séquences, des espèces de séries temporelles qui vont donner lecture et visibilité sur les différents moments clés dans l'histoire où ces espèces ont été plus directement menacées, entre le passé, le présent, et des perspectives et des projections sur le futur. Donc vous avez des productions qui sont intéressantes à ce titre-là, c'est qu'elles essaient, alors à la fois elles prennent des formalismes déjà connus, mais elles tentent aussi un certain nombre de mises en figure qui permettent d'aller approcher des rapports spécifiques, et là aussi d'inférer, de conclure des choses, de pouvoir trouver, repérer des choses intéressantes dans cette archive, dans cette base. Vous avez d'autres projets intéressants aussi progressivement qui vont s'intéresser cette fois-ci non pas simplement à l'archive en elle-même et à sa situation, disons, ses co-occurrences ou ses rapports avec les autres documents, enfin l'ensemble des documents dans l'archive, mais qui vont essayer de suivre la vie de l'archive. Donc, il s'agit ici dans ce travail, c'est un travail de thèse, c'est-à-dire qui a été fait au Royal College of Art, qui s'est conclu notamment par la production de cette vise, qui propose finalement de suivre l'évolution des classifications et des organisations des différents documents dans le temps, entre aujourd'hui et avant, et donc de suivre la vie de l'archive, ses classements, ses catégorisations et ses relations avec le temps, pour évidemment comprendre aussi ce qu'il en est du sens même de l'objet classé, mais en même temps de le comprendre, pas simplement selon une conformité ou une classification, une convention à l'instant T, mais plutôt de suivre l'idée que cette classification puisse être elle-même évolutive et visualisée. Le Codex Atlanticus est un super projet qui avait été mis en place autour des écrits, des codex de Léonard de Vinci, donc qui concentre à la fois des écrits et des dessins formidables. Et l'intelligence de ce dispositif a été de partitionner, en fait, par zonage coloré, l'ensemble de ces codex pour préciser s'ils traitent plus ou moins de la géométrie, de la physique, des outils de l'architecture, comme vous voyez, ou des sciences humaines, par exemple, etc. Donc vous avez finalement une catégorisation colorée qui permet d'aller lire, et par le principe de la vision matricielle, en fait, de voir les dominantes colorées, et donc de repérer quels sont les domaines plus largement traités, d'inférer des choses évidemment par ce biais-là, et puis bien sûr de faire des classements et des vidéos qui vous montrent. Mais vous avez un autre projet formidable, extrêmement bien fait, vous irez voir parce que ça vaut vraiment le coup d'y passer du temps, qui est une mise en visualisation d'une collection d'œuvres d'avant-garde, d'artistes polonais, croates, belges et estoniens, dans la période des années 60-70. Et en fait, ce qui est intéressant à repérer ici, c'est qu'il y a plein de choses. Il y a la photographie sociale pour repérer les correspondances et les corrélations, et les co-expositions, et les co-travails et co-créations réalisées par ces artistes. Mais il y a aussi l'idée d'aller quelque part poursuivre, augmenter le travail de Priestley, dont on a vu tout à l'heure quelques images sur cette chronographie,
puisque vous avez des timelines ici de la vie de ces artistes, de leur production, avec aussi l'idée de pouvoir naviguer dans cette collection. Et en fait, ces timelines superposées des différentes vies et productions des artistes donnent une volumétrie qui peut nous permettre aussi d'approcher la quantité, le côté prolixe de certains artistes à tel ou tel moment dans l'histoire. Vous avez un principe d'indentation que vous voyez à l'écran qui permettent en fait de situer les périodes et les moments en fait clés de soit de ces productions, soit de ces moments ou ces événements clés dans la vie de l'artiste. Et c'est d'une efficacité extrêmement impressionnante. Et en même temps, ça permet là aussi de créer des relations et des entrecroisements que seule la visualisation peut produire. Ce que j'essaie de faire entendre ici dans cette archive visuelle, c'est que l'archive visuelle est l'occasion de produire par la forme quelque chose que l'archive seule n'aurait pas pu nous donner, si je puis dire, à comprendre, à appréhender. Et cette forme visuelle va être l'occasion de développer et d'augmenter ce que l'archive contient comme information. Et tout en produisant une autre information qui est ce que la graphique peut laisser à voir et laisser à comprendre. Un autre projet tout à fait intéressant ici aussi, je trouve, et assez étonnant, c'est l'idée d'arriver à classer, donc là c'est le MetaLab, c'est aussi un autre espace tout à fait intéressant entre Harvard et l'Université libre de Berlin, où des résidences de designers, en l'occurrence, d'ingénieurs aussi, d'artistes, peut permettre de faire avancer un certain nombre de pistes pour produire justement des représentations. Il ne faut pas que de la visualisation de données, ils font plein d'autres choses, mais il y a eu pas mal de visualisation de données dans ce programme et dans les résidences. Et là, vous avez ici des portraits qui sont classés selon l'angle, le regard en fait du protagoniste et du sujet dans l'image. Donc vous avez alors, tout ça a été finalement classé automatiquement avec à base de grand renfort d'algorithmes et d'intelligence artificielle, mais ça permet finalement de faire des entrecoupements de choses totalement imprévisibles dans l'archive elle-même, qui est le point de vue qu'opère le sujet dans la peinture et en quoi cette entrée en fait peut être signifiante pour repérer des correspondances, peut-être stylistiques, peut-être culturelles et plein d'autres encore. Et donc, vous naviguez avec votre pointeur pour pouvoir aller saisir des occurrences qui ont plus ou moins, dans cette conformation discoïdale, là, ce disque, plus ou moins, en fait, d'ancrage en haut, en bas, etc. Un autre, alors rien à voir, hein, je passe aussi du coq à l'âne dans les différents exemples. Vous avez ici la fameuse marche à Boston pour la liberté à la fois des femmes, des populations et des populations minoritaires, etc., et des communautés minoritaires qui s'est fait en 2017, qui a été un moment historique, un moment important, disons, un moment social important, et qui a donné lieu ici à une sorte de production en fait, de documents, de pancartes, tout ça, qui ont été archivés et qui ont été scannés et organisés pour pouvoir finalement les retrouver. Alors, on peut les retrouver classés, organisés finalement par les catégories, les thèmes et tout ça. Mais en même temps, on a aussi d'autres vues possibles. On a une interface visuelle qui nous fait voir un peu à la manière de ce qu'on avait avec Frédéric Guillaume IV tout à l'heure sur ses dessins. C'est à peu près le même modèle. Une sorte de clusterisation en vue matricielle ou grappée, et qui permet d'aller visualiser l'ensemble de ces productions écrites, des pancartes et des affiches, groupées selon des termes, mais parfois aussi selon leur similarité de traits, de factures, parfois aussi selon l'incise, disons l'énonciation lexicale, le poids des mots, etc. Jusqu'à des productions qui clusterisent l'ensemble et qui vous fait naviguer dans des galaxies qui vous permettent de mieux comprendre les relations intimes que peuvent avoir ces productions qui pourtant n'ont pas été pensées pour être convergentes du tout, enfin en tout cas qui n'ont pas été pensées dans la perspective d'un regroupement ou d'une classification. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à lire par travers ces classificateurs automatiques quelque chose de nouveau et bien entendu et d'utile par la suite. Alors, ce qu'il faut rapprocher, c'est bien sûr l'analyse visuelle comme un outillage, une instrumentation à destination de la recherche. Et bien entendu, l'idée, c'est de croiser analytique visuelle et didactique visuelle. C'est le même combat, même rapport, disons, qui est intéressant ici. Et donc, quelque part, ça nous permet de pouvoir penser un rapprochement entre, je disais tout à l'heure, zététique et didactique, une sorte d'ouverture. Alors, je vais aller vite pour terminer sur des exemples aussi là-dessus. Vous avez des choses qui touchent à des représentations qui sont plus légères, d'une certaine manière, qui peuvent être plus légères dans un certain sens, qui permettent d'approcher comme une sorte de premier point de vue sur une collection, mais qui peuvent être aussi extrêmement puissants comme un outil à partir duquel on peut inférer des choses. Vous avez
la librairie du Congrès, qui a mis en place cet outil qui permet d'approcher, d'avoir un premier coup d'œil des collections à partir de la couleur, selon les catégories. Donc vous ne voyez ici que finalement la tonalité principale, hein, c'est comme une sorte de barycentre chromatique, c'est la dominante finalement qui ressort des documents. Et vous avez ici des ensembles qui peuvent être projetés à travers un nuancier pour voir quelles sont finalement les dominantes chromatiques. On peut penser que c'est un premier point d'entrée, ça peut être une première manière d'approcher la collection, mais ça peut être aussi un outil puissant qui vient corréler ou compléter d'autres analyses qu'on aurait pu faire dans des classifications qui seraient peut-être plus fines, sémantiquement plus précises. Mais c'est intéressant comme double approche. Et puis bien sûr, on arrive ensuite sur les productions en elles-mêmes. Et vous avez plusieurs exemples de ce type qui ont été faits, plus ou moins variables dans la forme, mais qui reprennent justement cette même idée. C'est le clustering K-means, qui est aussi une technologie qui a été largement utilisée par Fernando Viegas et Martha Wattenberg, qui sont aujourd'hui chez Google et qui ont produit des premières abstractions colorées comme ça, qui sont comme une sorte d'extraction finalement des éléments d'information chromatique dans une image, pour en produire une seconde finalement, qui est en fait une sorte d'abstraction d'images graphiques colorées qui donnent les volumes finalement de cette couleur, mais qui permet de faire là aussi du croisement et de la comparaison, qui facilite ce travail de comparaison et de croisement. Donc ça a été fait effectivement ici par Jeff Stewart, qui est directeur de la partie des technologies au Harvard Art Museums, et qui s'est saisi de la collection pour produire ce genre de choses. Et puis vous avez des choses qui sont plus légères, mais qui ne sont pas inintéressantes sur le fond, qui est aussi un programme qui a été fait dans le cadre de la résidence Google Arts Culture Lab, qui est l'occasion de pouvoir permuter, de jouer avec la palette des œuvres et de pouvoir se saisir d'une œuvre dans une collection pour aller modifier l'arrière-plan, la couleur de l'arbre, etc., etc. Dans un souci de customisation qui peut paraître extrêmement tout à fait anecdotique, mais qui peut être aussi une manière de comprendre en filigrane comment est structurée la peinture, comment elle se décompose, quelles sont ses couches. Si on fait un travail sur un Matisse, par exemple, on peut très vite imaginer quel outil pédagogique ça peut être pour arriver à comprendre le travail compositionnel finalement de l'artiste de départ. Et en même temps, ça peut être tout à fait intéressant comme outil, comme travail complémentaire pour la recherche. Vous avez d'autres mises en représentation, cette fois-ci du son, par exemple. Vous avez le Metropolitan qui a mis en place cette représentation. Vous avez, alors ça peut être un indicateur pour les personnes qui veulent aller visiter le musée à des périodes où il y a le moins de bruit possible pour être tranquille, mais ça peut être aussi tout à fait intéressant d'utiliser cette mesure pour inférer et voir quels sont les temps de présence, les temps de consultation, quelles sont les salles qui sont davantage fréquentées. En tout cas, le son peut être un indicateur intéressant, sans rentrer dans la sémantique et dans l'analyse de ce qui se dit, puisque ce n'est pas l'objet, c'est plutôt le volume sonore qui se dégage des espaces qui est ici relevé. Et vous avez les spectrogrammes qui vous montrent les évolutions. Donc là aussi, une entrée un peu particulière. Anthony a parlé de Contropedia, qui est un exemple tout à fait intéressant aussi, pour essayer d'extraire des éléments. La production des éléments un peu que ce qu'a fait aussi d'une certaine manière l'IRI, hein, vous savez que Vincent Puy et Bernard Stiegler, feu Bernard Stiegler, à l'époque sur le travail avec Pompidou, sur décrire et analyser les controverses, et quelque chose là qui est à la fois un outil de la recherche, mais aussi une manière d'aller approcher pour le public des sujets parfois complexes. Là, vous avez une production qui est absolument extraordinaire et je ne peux pas vous la déflorer comme ça simplement en cliquant sur le lien, vous irez voir parce que vous avez quelque chose qui touche, c'est une collaboration entre le British Museum et le Google Cultural Institute pour mettre en musique, mettre en forme à la fois l'ensemble des points que vous avez à l'image est un document archivé dans la collection du musée, une œuvre, etc., situé dans la période de temps qui lui correspond, mais en même temps, c'est aussi une partition musicale puisqu'elle produit en fait une sonorité. Donc vous avez une sorte de doux mélange assez astucieux, assez bien fait, qui vous verse dans une sorte d'espace semi-immersif, mélodique, où on essaie de vous mettre aussi dans une situation d'immersion dans les documents et dans la structure des documents et dans la collection. C'est assez bien mené et relativement efficace, vous irez voir par vous-même. Vous avez Jan Willentop qui a fait des choses tout à fait intéressantes, alors, qui visualise, bon, il vit aux Pays-Bas, il fait de la visualisation de données depuis très longtemps maintenant, et il est vraiment très doué, notamment pour tout ce qui est représentation de grands ensembles de données.
Et il travaille en ce moment même, alors ce n'est qu'une image qui n'est pas encore aboutie puisque c'est un travail en cours, autour de la représentation, notamment, alors c'est un philosophe qui est ici l'objet du travail, mais c'est surtout aussi les annotations et les productions textuelles et les commentaires qui ont été faits autour de l'œuvre du philosophe. Et donc on visualise non seulement l'œuvre, mais aussi la production qui entoure le travail du philosophe. Je vais très vite pour essayer de conclure le plus rapidement possible. Vous avez ici quelque chose d'intéressant qui, là aussi, touche à la représentation des collections d'archives, donc dans la résidence au MetaLab, mais qui va prendre l'objet archivistique un peu à l'envers, puisqu'on va travailler non pas sur l'objet, on ne va pas représenter l'objet uniquement, mais le représenter à travers tout un tas de métadonnées qui l'entourent. Ce qui fait que vous vous retrouvez ici à naviguer dans des collections, à pouvoir vous saisir d'une occurrence et à pouvoir raffiner votre recherche et la visualisation, ce qui vous est affiché, à travers l'ensemble, on va dire, des métadonnées et des codes qui sont associés, ou des tags, ou des tags sémantiques qui sont associés à l'image et à l'objet en question. Et ça, c'est tout à fait intéressant aussi, l'idée de prendre à revers totalement l'idée et d'aller chercher dans la matière même de l'archive, d'autres biais par lesquels on peut effectivement naviguer. Giorgia Lupi a fait un travail intéressant aussi pour approcher, alors là aussi, croisant à la fois découverte pour les publics et en même temps outil de la recherche, on a là la possibilité de mobiliser la visualisation de données, ou la présentation graphique plutôt, sketchée ici, à la façon dont elle le fait avec Stéphanie Podzavec, pour lire les collections du MoMA. Donc on vient se promener dans le musée et dans l'idée de produire de la vise, qui est une manière en fait d'aller restituer ce qu'on a pu percevoir et comprendre de la visualisation. Dernière, et là je vais aller vite, et pourtant c'est des éléments intéressants, mais vous aurez le temps d'aller voir par vous-même. La dernière étage de la fusée que je voulais vous présenter ici, c'est l'idée de dire, on n'a pas simplement finalement une archive visuelle, on a une archive visible. Alors je peux dire visible archive en anglais, c'est difficile de traduire autrement que par objet archive visible, mais c'est l'idée de dire, la visualisation peut produire quelque chose qui produit un nouvel objet archive, une nouvelle entité d'archive. C'est pas simplement, alors elle la pervertit pas, disons, elle ne va pas la modifier dans son essence même, mais disons, elle va produire un nouvel objet à partir de l'archive première, qui peut être l'occasion de pouvoir aussi envisager la pérennité de cet objet archive, et de lui donner aussi une autre existence par laquelle on peut approcher l'archive première différemment, bien entendu. Et vous avez des tentatives, il y a une nuance, je ne sais pas si vous l'entendez, il y a une nuance en tout cas entre archive visuelle et archive visible. Et il me semble, et c'est l'idée de produire ce second objet ou cette entité quasi autonome en elle-même, comme une sorte de seconde incarnation de l'archive. Alors, ce terme d'archive visuelle ou d'archive visible a été posé en 2009 par Whitlow, qui a été peut-être le premier à s'intéresser à une représentation qui est une abstraction, puisqu'il projette des séries de documents. Il va représenter des séries de documents et pas les documents eux-mêmes, pour produire des ensembles qui sont finalement des méta-images qui nous donnent à voir finalement, encore une fois, de la volumétrie générale. J'avance là-dessus. Vous savez, avec Brentford Cale, qui a été celui qui a mis en place le Internet Archive, vous savez, l'archive du web en 96, il y a eu une production, une libération je conclus, Annelise. Il y a eu une libération de jeux de données à partir de ce moment-là, entre 96 et 2016, de l'archive du web. Et donc, Owen Corneck a fait partie de ceux qui se sont emparés, comme ce jeu de données a été libéré, et il a produit une sorte de représentation galactique pour naviguer dans le web depuis 96 à 2016. Et c'est tout à fait intéressant de plonger dans cet univers galactique qui nous fait voir finalement des évolutions d'attraction, de force, des planètes qui ont disparu. Je pense en particulier Lycos ou Yahoo qui a diminué au profit d'autres nouvelles planètes qui ont apparu à cette période, comme Google par exemple, et qui devient des soleils extrêmement puissants et rayonnants dans la représentation. Vous avez Richard Wittgen qui a fait un travail un peu complémentaire, mais celui-ci s'est intéressé à partir de cette même archive, non plus simplement au web, non pas au web global, mais à GeoCities, qui était un hébergeur de l'époque, et qui proposait en fait de pouvoir héberger des pages selon des thématiques. Et donc on navigue dans cet ensemble qui est une sorte de fossile, hein, mais qui nous donne une autre forme de l'archive première. Des choses autour des oiseaux, je passe celui-ci, vous irez voir aussi par la suite. Je voulais une autre collection intéressante qui essaie de donner forme. Comment elle y parvient? Comment elle développe un nouvel objet? Eh bien, elle y parvient par la force de collection ici d'images
qui est regroupé par couleur, par type, etc., mais dont la granularité est telle que l'on peut produire du textural. Donc on a une texture visuelle qui est la somme, finalement, la concaténation de plusieurs milliers de documents, à partir duquel on va recréer une sorte de peau, une texture, qui est une figure de la représentation de l'ensemble nouvelle de l'archive. Il n'y a pas d'autre image produite possible, disons, de l'archive que celle-ci. En tout cas, c'est une image singulière, une image vraiment originale au sens strict du mot. On produit aussi avec Jeff Stewart qui a produit une représentation graphique de la collection à travers des embranchements finalement de similarité. Et on a une forme qui va se dégager graphiquement et qui va être une sorte de concrétisation graphique 3D de cette collection. Voilà, j'aimerais bien avancer un peu plus, pardon, je suis un peu long là. Qui vont être une sorte d'extraction. Ça s'est fait beaucoup, mais en tout cas, il a travaillé à partir de la collection du Art Museum pour produire cette forme dont les signes, vous voyez, les stries, les mouvements en fait des filins, des brins, sont en fait correspondants aux mises en relation dans la géosémantique de la 3D des documents entre eux. Donc, on a une sorte de brin comme ça ou d'ensemble de filaires qui n'a d'existence que parce qu'elle est la collection. Et je vais aller très vite, j'ai vraiment que 2-3 slides. Vous avez Richard Wittgen, dont on a un peu parlé juste avant, a produit un travail tout à fait passionnant, assez récent, à travers les yeux de l'IA. Une collection qui a été organisée, rangée, finalement une archive rangée, organisée, structurée, recoupée à partir de plusieurs IA, pas une seule. Et vous naviguez dans des clusterisations qui sont imparfaites, des éléments qui sont parfois tout à fait perfectibles et discutables, mais qui vous donnent des organisations et des classifications nouvelles, pour le coup, extrêmement puissantes, que l'œil humain seul n'aurait pas pu retenir, bien entendu. Et naviguer à travers ces lunettes, c'est-à-dire comprendre ce que l'IA voit et comment elle le voit, offre des perspectives tout à fait intéressantes ici. Que vous connaissez, anglais absolument passionnant, et qui a travaillé sur la base de données acoustiques sur des enregistrements d'oiseaux, et qui recrée un espace. Et ça, c'est tout à fait passionnant aussi, parce que c'est des images, c'est des sons et des données qu'on a perdues malheureusement, faute du fait que l'activité humaine a étouffé le son de ces espèces d'oiseaux. Et on a une production visuelle qui nous remet dans l'immersion de l'ensemble. Et vraiment, figure que je suis depuis longtemps, qui s'appelle Refik Anadol, qui est un artiste, vous savez, comment dire, turc, qui vit à Los Angeles et qui produit des choses intéressantes, avec Variable, qui est une agence, avec Martin Lignac, qui dirige cette agence Variable.io. Ils ont produit un travail avec Google autour d'une sorte de production de méta-objets, pour le coup, qui nous fait plonger dans des archives de données. Il y a une petite vidéo qui se présente juste après, d'archives de données, jusqu'à des productions perspectivistes et des prédictions d'images qui sont transformées par les IA à partir des données archivistiques. Donc on évolue en fait à travers différents critères comme la population, l'évolution de température, de l'eau, enfin des problèmes environnementaux importants d'aujourd'hui, et jusqu'à des perspectives visuelles et graphiques qui nous donnent des images à voir de ce que pourraient être les conséquences finalement climatiques de ce vous regarderez. Et puis, dernier point, c'est la dernière slide, promis. Refik Anadol est en ce moment même en résidence au MoMA et travaille sur justement cette idée de dire voilà, à quoi rêve une IA à partir du moment où elle a en input, disons, l'ensemble des éléments détaillés de la collection du MoMA. Voilà, qu'est-ce qu'elle est capable de nous produire, de nous donner à voir et de représenter d'elle-même, ce qui est une continuité du projet précédemment cité, mais qui peut être aussi tout à fait intéressant à suivre, et ça ne va pas tarder, à mon avis, à être rendu public. Voilà, c'était à toute vitesse, mais j'espère que ça a été utile pour vous. J'en ai terminé. Merci à vous. Merci beaucoup, Didier, pour cette exposition qui était extrêmement complet et passionnant. Anthony va rebondir tout de suite, je pense, sur ton intervention, et vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je laisserai ensuite aux autres participants qui voudraient interagir ou poser des questions. Bon, rebondir, je ne sais pas, déjà te féliciter, David, merci beaucoup. Je suis vraiment Merci, c'est gentil. Je trouve qu'il y a un bon tiers d'exemple que je ne connaissais pas, donc merci beaucoup pour tout ça. Non, je préfère qu'on comprenne les questions, mais voilà, juste te féliciter. Je vous renverrai bien sûr l'ensemble des liens, parce que j'ai les liens pour que vous puissiez regarder ça en détail. Là, évidemment, 2-3 images ne suffit pas à prendre la mesure de l'intérêt de certaines choses, donc je vous renverrai ça.
En regardant ça, je me disais juste que tu avais de quoi faire un cours semestriel C'est possible. séminaire en 12 séances. Ouais, non, mais c'est formidable. Merci beaucoup, David. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou sur les participants qui sont dans la salle avec nous? Ou des remarques? Oui, Allez-y, je répéterai la remarque pour les gens en ligne. Sans prix, peut-être que vous pouvez vous présenter. Ah, est-ce que vous entendez? Je répéterai la question pour les gens en ligne. Oui, alors j'essaie de répéter la question. Une question de doctorante en sciences cognitives, David, dans la salle, qui nous demande s'il y a des études sur la réception côté usager de ces plateformes et qu'est-ce que les personnes apprennent de nouveau ou n'apprennent pas d'ailleurs avec ces plateformes. C'est ça que toi et moi, on a beaucoup montré l'exemple, mais on s'est assez peu intéressé à la réception de ces objets. C'est une doctorante qui travaille sur les relations entre l'esthétique et l'intelligibilité. Si en philosophie cognitive, c'est ça. Si ça peut orienter un petit peu la réponse ou les pistes de réponse que tu pourrais lui faire. Je te laisse démarrer, David. Et Je démarre si tu veux. Ouais. Non, alors c'est une vraie question. C'est une complète question qui embarrassera le design aussi de manière globale, hein, parce que bien souvent, on a des projets ou des propositions qui peuvent être assez audacieuses, qui avancent des choses. Et ça serait un mauvais procès de dire que tout le design se désintéresse des études a posteriori de ce qui est produit, mais il n'y a quand même pas beaucoup d'attention portée en général à la vie, à la réception, à la manière dont les choses sont produites. Bon, alors, donc, à ma connaissance, on n'a pas beaucoup de recul. C'est vrai que sur beaucoup des exemples qu'on a cités, c'est des choses relativement récentes pour lesquelles ce sont souvent des expérimentations, des choses dont finalement le recul est moindre, temporellement parlant. Donc, il n'y a pas grand-chose de spécifique à dire. Beaucoup de choses ont été mises en œuvre sans forcément avoir tiré les conclusions qui s'imposent. Donc, c'est vrai que c'est un manque. Je crois que c'est un manque, pour l'instant en tout cas, pour comprendre l'utilité, disons, pleine et entière de ce qui est proposé là. Je partage l'avis de mon collègue. Enfin, effectivement, c'est un manque. Ça s'explique notamment par les systèmes de financement. C'est-à-dire qu'en général, la plateforme ou l'objet technique arrive à la fin du financement. Et en fait, si vous voulez faire une vraie étude, il faudrait que ça arrive au milieu, voire même au début. Donc, ça invite aussi les designers peut-être à changer de braquet et peut-être avoir une démarche davantage itérative ou peut-être si c'est un financement de 4 ans, c'est compliqué, hein, mais en fait, en général, il faut déjà trier le fond. Et au bout d'un an, on pourra déjà avoir un prototype sur lequel on va avoir des retours d'usage et après pouvoir l'améliorer. Mais c'est en fait, cette visée, elle est malheureusement assez peu compatible avec les systèmes actuels de financement de la recherche. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une que je vois, quoi. Et sans se dédouaner, mais je crois, pour avoir discuté avec certaines personnes de chez Google, du lab dont on a parlé, ils n'ont pas forcément eux-mêmes beaucoup, enfin, en tout cas, ils mobilisent pas forcément toujours beaucoup d'intérêt et d'attention à savoir ce que deviennent leurs expérimentations. Les expériments qu'ils mettent en ligne, c'est une façon de buzzer très souvent, de mettre en avant des choses expérimentales, de faire pas mal de com, même si c'est évidemment pas que ça. Mais il n'y a pas beaucoup chez eux, en tout cas, d'intérêt à avoir des retours sur ce que les gens en ont pensé, est-ce que ça a été largement utilisé, comment ça a été utilisé, par quel biais, à quel moment il y a eu des déroutes justement des espèces d'échappées, comment on appelle ça, des désorientations cognitives, ou à des moments où l'utilisateur a été perdu, il n'a pas su sur quoi agir ou sur quoi cliquer. Bon, ça c'est pas pour se dédouaner, mais c'est pour dire simplement que c'est pas forcément toujours l'attention prioritaire. Peut-être que dans le projet de Bertin, le nôtre, c'est peut-être aussi l'occasion, peut-être ménager un espace pour justement prendre le temps de cette réception. Il faut voir ce qu'on mesure. Ça, c'est aussi une question qui est très ouverte. Est-ce que du coup, l'utilisateur est le bon mot quand on parle de connaissance? Non, on ne peut pas être usager d'une connaissance. Ça n'a pas trop de sens. Donc, il faudrait déjà se mettre d'accord sur ce qu'on va regarder. Et peut-être que tout ne se mesure pas, ça ne se mesure pas comment on l'appelle. Donc, déjà, juste la grille d'analyse, elle serait déjà assez intéressante en soi. Absolument, absolument. Si vous voulez d'ailleurs
prolonger ces échanges à ce sujet et participer aux discussions, vous êtes la bienvenue. Hein. En tout cas, il y aurait une thèse passionnante à faire ou une étude Ah sur oui, oui. priori. Ouais, je pense qu'on serait surpris peut-être négativement du coup de. Je pense que ça participe. C'est certainement pourquoi il y a ces espèces d'aveuglement volontaire de certains, parce que c'est plus facile évidemment, de prétendre que quelque chose produit quelque chose que d'en avoir d'essayer d'en déporter la preuve, quoi. Tout à fait, oui. C'est une remarque, David, sur les études que beaucoup de musées mettent en œuvre sur l'étude des publics, effectivement, mais j'ai l'impression que ces études sont assez peu répliquées sur les objets numériques. Oui. Tu as entendu la remarque, David? Non, je l'ai pas entendu. Une étude menée sur Edgar fait remarquer que Gallica a fait une étude récemment sur les usages. Ah, intéressant, intéressant, très bien. Ouais. Après, il est vrai que dans certains musées, notamment le MetaLab, il y a un travail de médiation et de recoupement sur comment les publics ont pu percevoir telle ou telle chose. Après, est-ce que c'est formalisé? Est-ce que ces retours des études dans la médiation avec les publics dans certains musées qui justement exposent un certain nombre de dispositifs, est-ce que ces études sont suffisamment, ou ces retours de médiation sont suffisamment bien formalisés pour que ça puisse permettre d'en tirer des conséquences? Ça, je ne sais pas. Mais je sais que les musées font parfois quelques travaux là-dessus. Moi, je rebondis sur cette question parce que qui m'intéresse beaucoup, c'est finalement, c'est quoi l'apport de par exemple, des exemples que vous nous avez montrés tous les deux, euh, puisque apparemment les producteurs s'intéressent peu de la dimension réutilisation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une volonté d'innovation et qui ensuite va conduire à d'autres innovations, en gros, dans l'idée, ou est-ce que c'est seulement, comme tu dis, le buzz, le fait d'être toujours avoir un peu d'avance, un peu une sorte de conquête spatiale La métaphore de la fusée. Est-ce que tu as entendu, David, ou tu veux que je répète? Non, j'ai entendu, ouais. Bah, c'est pas un des intérêts, je pense, foncièrement, mais je pense que c'est un projet en chasse un autre, quoi. C'est-à-dire, au moment où la chose est produite, elle est soumise, et puis ensuite, le temps d'un autre projet démarre. Et le fait est, c'est que ça sera un travail à faire sérieux pour avancer quelque chose de véridique, mais je pense qu'on pourrait voir qu'historiquement, en fait, le design s'est malheureusement assez peu soucié des objets qu'il a produits, du devenir de ces objets, je veux dire. Et donc, peut-être que ce serait un travail spécifique pour comprendre, en tout cas pour retirer la connaissance de ceux qui se sont portés justement sur cette étude de la réception. Mais c'est vrai que le fait est, c'est qu'ils ne sont pas très nombreux. Et je pense que ce n'est pas un des intérêts du devenir de ce qu'ils ont produit, et ce n'est pas non plus leur donner un bon procès que de dire qu'ils se sont intéressés uniquement à la valeur innovante. Disons, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une vraie volonté que ce qui est produit ait une continuité et une utilité réelle, mais pour autant, ce n'est pas forcément le lieu de l'attention premier, quoi. Pour compléter, effectivement, c'est en général plus bankable ou plus valorisant de faire un nouveau projet que d'étudier les réussites et les impasses des précédents projets, mais ce qui pourra faire gagner beaucoup, beaucoup de temps pour. Bien sûr, Et après, sur la dimension de réutilisation, ça pourrait être une métrique intéressante, de dire voilà bien quels sûr. autres projets ont réutilisé une des parties du précédent projet. Donc, même s'il y a une volonté affichée de placer du code en licence libre, finalement, ce serait intéressant de regarder vraiment où c'est réutilisé. Et en fait, souvent, ça ne l'est pas. Donc, ça peut essayer de l'affichage de licence libre ou de code libre plutôt qu'une Bien sûr, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Parce que sinon, on va arriver à la fin de la séance. Anthony, tu veux ajouter quelque chose? Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous pour votre Merci à vous. présence. Merci beaucoup, David et Anthony, pour ces vraiment passionnantes interventions. Je vais récupérer les adresses mail des participants qui étaient là aujourd'hui. Les personnes qui sont en ligne, nous les avons déjà. Vous étiez déjà là aux différentes autres séances. Et puis, on vous tiendra informé de la poursuite de ces discussions en vue de la rentrée prochaine,
puisque là, il s'agissait de la dernière séance de l'année. Voilà. Et Super. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, Annelise. bonne journée.